entre celui qui condamne Kagame et celui qui condamne Tshisekedi, le plus patriote est celui qui condamne d'abord Tshisekedi. Non, non. Manix peut me dire, c'est à cause de Kagame qu'à Kinshasa, il n'y a pas de route. Est-ce que c'est à cause de Kagame qu'aujourd'hui on ne m'a pas encore payé? Est-ce que c'est à cause de Kagame qu'il y a aujourd'hui des inondations par-ci par-là? Donc, les Congolais qui condamnent Tshisekedi est le meilleur Congolais. Un Congolais rigoureux, et celui-là, et c'est le plus important. Condamner d'abord condamner Kagame, ça ne change rien. Ça ne change rien. Quand on condamne Kagame, ça ne change rien. Mais lorsqu'on condamne Tshisekedi, Tshisekedi peut changer. Moi je condamne. Mais celui qui agresse votre pays, mais pourquoi il nous agresse? Parce qu'on a un dirigeant faible. Aristote Ngarimé est un Congolais. Parce que c'est la base. Quelle est la démonstration? La base de mon affirmation, c'est la Constitution. Ok. Article 63 de la Constitution. Qui s'adresse aux Congolais de bonne qualité. Ok. La Constitution dit tout Congolais, j'ajoute, tout Congolais de bonne qualité a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Donnez-moi aussi une minute. Ne pas le faire fait de vous un mauvais Congolais, un Congolais. Vous l'avez donné une minute. Sur instruction du président Tshisekedi, Jacques-Aimé Chabani lève l'option de suspendre 13 partis politiques. Où sommes-nous? Savez-vous que la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques en RDC du 15 mars 2004, en son article 29, dispose que la suspension d'un parti politique est une exception. Le fonctionnement est la règle. Pourquoi en effet on dit ça? Parce que les partis politiques constituent l'essence, c'est une vitalité, c'est la sève de la démocratie. Mais sous le régime du président Tshisekedi, on suspend plus de 13 partis politiques. Suspension des partis politiques. Nous voulons à ce que l'esprit qui avait animé le régime de 18 ans, qui nous a vraiment dirigé par l'établisme, et que cet esprit-là puisse vraiment se dissiper au milieu de nos compatriotes, afin que nous sachions tous que nous sommes fils et filles d'un seul pays, d'une seule patrie dont nous nous dépendons. La politique extérieure, c'est effectivement la conception de la stratégie. C'est politique endossée par un État ayant des effets vers l'extérieur ou dans les concerts des nations. Parce qu'il regarde le pouvoir de Tshisekedi comme un pouvoir ayant cet instrument diplomatique très faible. Alors que sur le terrain, nous avons des résultats. Premier résultat. Ces pays aujourd'hui victimes d'une agression rwandaise, j'en reviendrai sur cette question de l'agression, nous avons été interdits et frappés par le Conseil de sécurité des Nations Unies en soumettant la RDC dans un régime de notification préalable d'achat d'armes. Et ces mesures-là ont été supprimées grâce au tact diplomatique de Tshisekedi. On confond le fait de saluer plusieurs blancs à l'extérieur du pays, vous saluez le blanc, vous appelez ça diplomatie. Comme je viens un vice-ministre, un ministre délégué chargé des anciens combattants, aller inciter, retenir la main de Macron. Retenir la main de Macron. Macron voulait passer, il tenait la main de Macron. Selon lui, il disait que c'est ça la diplomatie. Donc le ministre délégué, vous n'avez pas vu ça? Il retenait confisqué la main de Macron. Eliezer Tamboué retenait la main de Macron. Il ne voulait pas que Macron... diplomatiquement, c'est très impoli. Vous retenez la main d'un président de la République qui parlait avec les autres. Eliezer voulait tout faire pour lui expliquer. C'est moi le ministre, c'est moi le... C'est impoli. Mais ça ne passe pas. Tout au début de ma prise de parole, j'ai sollicité la lucidité, la rationalité ainsi que la vérité. Revenons un tout petit peu lors des élections de 2018. Katumbiki a été chassé du pays de la manière que nous connaissons, au point de ne même pas participer aux élections pour exprimer et prévaloir ses droits civiques et politiques. Est-ce qu'il s'agit de l'asphyxie, de l'agression ou
du massacre de la démocratie. Aujourd'hui, dans l'histoire démocratique de notre pays, au moins c'est sous la période où Joseph Kabila a dirigé ce pays que nous parlons des martyrs de la démocratie. Les 6 combattants de l'UDPS calcinés en plein siège, considérés comme le temple de la démocratie, encore que Aristote a reconnu les partis politiques comme le soubassement de la démocratie congolaise. Est-ce que c'était Kabila ou c'était les images montées ou une histoire fabriquée pour se victimiser? Considérer les militants calcinés de l'UDPS comme des images imaginées, cela est une insulte sur le parti UDPS. Joseph Kabila Kabange, il a eu plusieurs directeurs de cabinet. Combien étaient des Kassaïens? Ah ok, ouais, je vois. Loumanou, Bochab, Loumanou était un Kassaïen. Bochab était un Kassaïen. Okay. Le vieux Chio Okitundu, c'est un Kassaïen. Ça, c'est vrai. Alors, comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Kabila était un tribaliste? Qu'il avait tribalisé même ça n'a pas sa raison. Kabila, c'est un homme modéré, départ d'abord sa tribu, sociologiquement. Sa tribu, c'est un homme modéré, ce n'est pas un homme extravagant, contrairement aux autres. Sous Joseph Kabila, est-ce qu'il peut nous étayer sur ce plateau les indicateurs de la lutte contre la pauvreté sous Joseph Kabila? Est-ce qu'il peut nous étayer sur ce plateau les bases en termes de gouvernance sociale laissées par Joseph Kabila au bénéfice de ses peuples? Est-ce qu'il peut nous étayer sur ce plateau ne serait-ce que la thérapie sociale proposée par Joseph Kabila pour effectivement lutter contre cette pauvreté? Je pense que je ne me trompe pas. Je réitère mon propos que le régime en place, c'est une erreur de parcours, c'est une parenthèse politique malheureuse. Ce débat s'invite lorsque nous parlons en termes de chiffres et de gouvernance. Il fallait que le Sengarim se mette quand même dans un corps où il a dirigé pendant 18 ans. Quel a été son bilan? Qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire? Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C+ TV, informez-vous positivement. Fidèles téléspectateurs, chers Congolais, vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde. Comme d'habitude, c'est votre grand plateau au Centre Télévision. Votre magazine et l'émission est en direct sur nos plateformes au Centre TV, Delcast Télévision, sur Facebook au Centre TV, direct sur TikTok au Centre TV également, sur Twitter. Vous êtes en train de nous suivre aussi, les extraits de YouTube. Je vous avais annoncé ce grand plateau avec une tête bien faite, avec une chronique de ces sujets importants qui concernent ce plateau. Je suis avec M. Manix Yenda, lui qui soutient les actions de Michel Yenda. C'est un modèle pour la jeunesse avec le Congo, M. Manix Yenda, sur le bien. À l'occasion de saluer l'estimé peuple congolais, le Congolais de la diaspora, le temple congolais du Congo profond. Voilà. À côté de vous, nous avons M. Edouard Kaboya. Il est il est administrateur de l'ONATRA, mais ici je le reçois comme cadre de l'UDPS.
lui qui a porté la voix de l'UDPS en Angola. Monsieur Edouard, soyez le bienvenu. Merci bien, très cher journaliste, pour l'invitation et l'honneur que vous nous faites. Et puis, je pense que nous aurons un très bon débat. L'occasion pour moi de saluer les co-débatteurs. Et nous pensons vraiment que nous allons vraiment mettre au parfum notre peuple. Alors, de l'autre côté, nous avons monsieur Aristote Ngarimé, lui qui est du PPRD, membre du FCC, porte-parole du PPRD, à moins que je me trompe. Il est là avec nous. Monsieur Aristote Ngarimé, soyez le bienvenu. Merci, cher Delphin, pour cette invitation. C'est une joie immense de retrouver encore mes compatriotes. Une particularité de retrouver M. Kabouaï qui a pris du poids. Ça sent que c'est ça le régime, en fait. Il a sa main droite donc, dans la gestion du pays. C'est tout à fait normal. Je salue mes compatriotes. Aristote Ngarimé, j'aurais souhaité que vous puissiez me présenter comme secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD et chef du département de la communication et médias du PPRD, porte-parole du PPRD. C'est ce que je peux apporter comme un complément d'information. Voilà, et à côté de vous, il y aura dans quelques minutes M. Mike Gardi, Diana, journaliste, analyste et spécialiste des questions économiques, qui fera son entrée dans quelques minutes. Mais avec vous, nous allons décrypter ces grands sujets, que j'estime que ce sujet est important. Félix Tshisekedi nuit-il aux aspirations du peuple congolais dans sa gestion? On en parle. Et à ceux qui pensent que Félix Tshisekedi, c'est lui le blocage, c'est lui-même les problèmes pour que les Congos n'avancent pas. La deuxième thématique, quelle approche diplomatique pour une paix durable? On en parle avec mes invités, mais j'aimerais ouvrir cette émission avec la première question. J'aimerais donner la parole à ceux qui soutiennent le chef de l'État, M. Manix Yenda, parce que la question concerne directement la personne que vous soutenez. Félix Tshisekedi nuit-il aux aspirations du peuple congolais dans sa gestion? Il y a ceux qui pensent que c'est lui le problème. Ben, je pense que le président Tshisekedi, au-delà de son suffrage, le suffrage du peuple qu'il a bénéficié lors des élections démocratiques de 2023, avant d'entrer en fonction, le président Tshisekedi a prêté serment. Et dans son serment constitutionnel, il a juré devant Dieu et devant la nation de servir loyalement son peuple. Encore que, du point de vue politique, il vous souviendrez que les répondants, je dirais politiques, sur lesquels le président Tshisekedi s'appuyait comme credo, comme principe des bases, comme fil conducteur de son action politique à la tête du pays, c'était le peuple d'abord. Et je n'ai toujours pas perdu de vue le premier jalon qu'il a posé en termes de gouvernance. Une fois pris le bâton de commandement de ce pays, Tshisekedi a axé son action sur la création d'une société solidaire, axée sur les valeurs de convivialité, fraternité, concorde et unité nationale, pour effectivement bannir notamment les pratiques des népotismes, des tribalismes, des clanismes, des régionalismes. En deuxième lieu, Tshisekedi a posé les jalons d'une bonne gouvernance comme principe de base dans sa gestion de la res publica. Et en s'appuyant sur la gouvernance de qualité, il a accéléré son levier, notamment sur la question de contrôle de finances publiques, avec l'appui de l'IGF qui a été totalement enterré. Tshisekedi l'a exhumé pour avoir une bonne gouvernance axée sur les résultats. Tshisekedi a parlé d'une création d'un État compétitif, d'un État producteur, d'un État planificateur et même d'un État protecteur, en faisant justement de notre pays un véritable levier économique avec le modèle de développement économique endogène. Il est vrai, l'économie congolaise étant extravertie, Tshisekedi nous a proposé le paradigme d'un modèle économique qui doit commencer par
par l'intérieur, par nos unités économiques internes. C'est-à-dire, il va insister beaucoup plus sur la production locale, comment rendre notre économie beaucoup plus industrialisée possible, comment augmenter en termes de pourcentage les niveaux d'investissement tant national qu'international, comment créer un échange commercial aussi fructueux au travers les infrastructures routières qui relieraient toute la République démocratique du Congo, comment asseoir une politique monétaire pour favoriser effectivement le marché de change et éviter les effets inflationnistes, comment augmenter le pouvoir d'achat de Congolais en créant de l'emploi pour permettre aux Congolais de nouer le deux bouts du mois. Et enfin, les derniers chantiers de Tshisekedi, c'était l'homme. Et en parlant de l'homme, il s'est appuyé sur l'ambivalence de son action politique, axée sur l'éducation et la santé. C'est comme ça qu'on parle de la gratuité de l'enseignement de base et de la gratuité de la maternité. Et donc, pour quelqu'un qui déjà présente ces décors de gouvernance, dire qu'il ne s'intéresse pas aux intérêts du peuple, c'est être de mauvaise foi. Et aujourd'hui, en termes d'action que Tshisekedi a posé en 6 ans ou 7 ans de gestion, comparablement à nos amis du PPRD qui ont géré le pays pendant 18 ans, vous verrez un écart qui ne dit pas son nom. Et dans le secteur routier, en termes de route, en termes d'infrastructure, Tshisekedi a beaucoup construit. Tshisekedi a réhabilité et construit les universités. Tshisekedi a construit les aéroports. Tshisekedi est en train de remettre en état ces secteurs aussi vecteurs du développement, notamment le secteur du transport qui a été pratiquement en lambeaux avec des trains qui étaient quasiment abandonnés. Et aujourd'hui, il essaye quand même de remettre la penche pour que ces peuples-là se retrouvent et vivent dans de bonnes conditions. Merci, M. Manix Yinda. Je précise que M. Manix Yinda, il est leader de la jeunesse. Il est celui qui soutient les actions du chef de l'État. Mais il dénonce aussi les Congolais de mauvaise qualité pour ceux qui ne travaillent pas dans la vision du chef de l'État. Alors, M. Aristote Ngarimé, porte-parole du PPRD, est-ce par rapport au fondement que Manix Yinda vient de cimenter sur ce plateau, pensez-vous que le régime Tshisekedi est dans cet élan du changement? C'est très grave. Lorsque je faisais un effort d'écouter mon estimé Manix Yinda, dois-je l'appeler Congolais de bonne qualité, Congolais de mauvaise qualité? Je ne sais pas, mais c'est un Congolais. C'était très grave lorsque j'écoutais Manix Yinda. Okay. Est-ce que je dois lui rappeler qu'il est un citoyen d'un pays le plus pauvre du monde, avec un taux de 85% de pauvreté? Okay. Je pense, comme moi, vous lisez les rapports de la Banque mondiale, de PNID, les agences des Nations Unies, vous lisez comme moi. C'est le Congo que vous êtes en train de présenter là. C'est ce Congo-là est considéré comme le pays le plus pauvre du monde, le tout premier pays le plus pauvre du monde. C'est votre Congo. Est-ce que c'est votre Congo-là, les taux de la mortalité infantile, c'est au sommet? La famine, les chômages de jeunes, la corruption, la mauvaise gouvernance. Manix, est-ce que nous parlons du même Congo ou soit vous êtes d'un autre Congo et moi je suis dans un autre Congo? Lorsque les indicateurs des Nations Unies, le PNUD, la Banque mondiale démontrent qu'il y a la corruption dans ces pays, le taux de mortalité, la famine, le chômage, mais comment on peut venir dire en effet que tout va pour le mieux dans un tel pays? C'est quand même très grave. S'agissant du président Tshisekedi, je ne me trompe pas, et c'est la réalité. Okay. Le président Tshisekedi, c'est l'homme qui a plus divisé les Congolais par sa gouvernance. Le peuple congolais est plus divisé sous la gouvernance du président Tshisekedi. Et je vais démontrer. Je vais démontrer. Vous avez suffisamment. Je vais démontrer. Okay. Donc, l'élément, ou soit, si c'était une scène qu'on présentait, l'élément qui aurait beaucoup plus divisé les Congolais, c'est le président Tshisekedi. Il a divisé les Congolais. Faisons cet exercice rationnel.
Prenons toutes les ordonnances du président Tshisekedi depuis 2019. Toutes les ordonnances du président Tshisekedi depuis 2019. Étalons ces ordonnances ici. Commençons par analyser chaque acte, parce que le président s'exprime à travers une ordonnance. Donc, analysons chaque ordonnance du président de la République. Vous allez vous rendre compte, rien que par rapport à ces ordonnances, que les Congolais sont divisés. Savez-vous que la première ordonnance du chef de l'État, composant en effet son cabinet, il y avait un nombre exagéré d'une zone géographique, dont je ne dis pas ici. Ça, c'est de la division. Ne pas reconnaître ça, c'est... Je ne sais pas. Apparemment, vous êtes un peu passéiste, on évolue. Je suis en train de faire une étude historique pour vous ramener que le président Tshisekedi a plus divisé les Congolais, d'abord par sa nomination, ses nominations, ses ordonnances. Okay. Il faut en effet respecter, ne serait-ce que la géopolitique, et respecter toutes les couches, toutes les zones, toutes les provinces. Rien que par ces ordonnances, il y a à boire et à manger. C'est déséquilibré, ces ordonnances. En effet, les ordonnances expriment la volonté politique d'un chef, l'approbation d'un chef sur un point donné. Donc, lorsque vous voyez les chefs s'exprimer à travers les ordonnances, vous comprenez tout de suite que les chefs, il nous a divisés. Le chef nous a divisés. Je peux vous dire, est-ce que vous savez que dans ma province, le Bazouélé, il n'y a pas un ministre piriste du Bazouélé dans ce gouvernement? Citez-moi un ministre du Bazouélé dans le gouvernement actuel. Sommes-nous moins Congolais que les autres? Donc, le président Tshisekedi a plus divisé les Congolais comme on ne peut pas imaginer. Premier élément. Okay. Deuxième élément. S'agissant de sa gouvernance, mon estimé a parlé de la bonne gouvernance, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attendait par la bonne gouvernance, parce que la bonne gouvernance répond à des normes, à des principes. C'est une question universelle, c'est un principe universel, acceptable partout. Vous ne pouvez pas dire la bonne gouvernance ici et aller en France, trouver d'autres paradigmes. Non, il y a des principes universels de la bonne gouvernance. On peut tout dire, il n'y a pas la bonne gouvernance sous la gestion de M. Tshisekedi. Comment pourriez-vous comprendre, Monsieur Delphin, qu'un ancien ministre de Finances puisse passer à la télévision, pince sans rire, dire que ce qui mbongo va projet commis, c'est ça la mauvaise gouvernance. Vous faites allusion au propos de l'ancien Nicolas Kazadi, c'est grave, c'est gravissime. Est-ce que vous avez compris les contextes qu'il avait utilisés? Il n'y a pas de contexte, il n'y a que la condamnation. Quelle a été sa position face à de telles sollicitations? Est-ce qu'il avait démissionné? Il n'avait pas démissionné. Ce qui mbongo a projet Koti, et il est vivant, il marche, il est là. Il n'est pas inquiété. C'est un député national. Un député national, mais il a tenu ses propos. Il faisait référence à son statut ancien de ministre. Donc, sur le plan de la gouvernance, c'est extrêmement grave. Mais ce Tshisekedi a profondément reculé la République démocratique du Congo dans l'abîme. 2 minutes, Chité. Je vais encore à ce qui concerne la liberté d'expression, la démocratie. Mais là encore, le président Tshisekedi a divisé les Congolais. Sur instruction du président Tshisekedi, Jacques-Aimé Chabani lève l'option de suspendre 13 partis politiques. Où sommes-nous? Dans un système démocratique, les partis politiques constituent l'essence de la démocratie. On ne peut pas dissocier la démocratie et le parti politique. C'est difficile, parce que ça marche de pair, de deux. Savez-vous que la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques en RDC du 15 mars 2004, en son article 29, dispose que la suspension d'un parti politique est une exception. Le fonctionnement est la règle. Pourquoi en effet on dit ça? Parce que les partis politiques constituent l'essence. C'est une vitalité, c'est la sève de la démocratie. Mais sous le régime du président Tshisekedi, on suspend plus de 13 partis politiques. Suspension des partis politiques. C'est une manière. Est-ce que Jacques Chabani, le VPM de l'intérieur, n'a pas évoqué les articles? Je vais arriver. Est-ce qu'il n'a pas motivé? Je vais arriver. La suspension de partis politiques, c'est une manière d'asphyxier la démocratie. C'est une manière d'assassiner la démocratie.
C'est une manière d'agresser la démocratie. On ne peut pas permettre un État comme celui-ci, l'État de droit, tout ça, tout ce que l'UDPS a chanté à l'époque, qu'on puisse suspendre 13 partis politiques. Les considérations visant la suspension des partis politiques, ce sont des considérations purement politiques qui n'ont rien à voir avec les droits. Rien à voir avec le droit. Mais Jacques Chabani, rien à voir. C'est un outil dans les milieux. Il a pratiqué même avant qu'il soit. Je vis Jacques Chabani à l'époque, secrétaire général de l'IDPS. Je me rappelle encore de cette vidéo. Secrétaire général de l'IDPS. Je vis Jacques aller presque agresser verbalement le secrétaire général du ministère de l'Intérieur pour qu'il puisse lui donner une décision ou un acte ou une correspondance. Jacques Chabani, secrétaire général de l'IDPS, je ne le vois pas obtempérer suite à une décision prise par un ministre de Kabila suspendant l'IDPS. Il ne le fera pas. Merci. Mais aujourd'hui, il veut qu'on puisse le faire. Donc, ce qu'il répète à dire, c'est un échec. Merci. Ce régime, je vous dis, c'est une parenthèse politique malheureuse. C'est une erreur de parcours. Nous devons faire un effort de parler comme Congolais pour trouver une autre manière de faire avancer le Congo. Merci, M. Aristote Ngareme. Vous avez fait près de 2 minutes que je vous ai donné suffisamment. Donc, chers Congolais, l'émission est en direct sur nos plateformes. Vous pouvez commenter, participer sur Au Centre TV, Facebook Au Centre TV, sur YouTube encore Delcast Télévision. Laissez vos commentaires, je vais lire toutes vos questions sur ces plateaux. Monsieur Edouard, je précise que vous êtes de l'UDPS, administrateur de l'ONATRA, mais ici je vous reçois comme cadre de l'UDPS. Vous êtes de l'UDPS, vous avez suivi ce que monsieur Aristote Ngarime vient de dire. Pourquoi l'UDPS, une fois au pouvoir, vous êtes en train de tâtonner, vous avez tué la démocratie que Joseph Kabila avait instaurée? Vous savez, moi, je suis journaliste, lorsque je me trouve devant ceux qui ont géré le pays avant nous, et nous qui sommes maintenant à la gestion du pays, un mot débat doit être ce débat de chiffres, ce débat de gouvernance, l'étude comparative sur ce qu'ils n'ont pas pu faire, ce que nous faisons, et non se laissant porter dans les considérations que j'ai qualifiées vraiment inutiles. Parce que nous parlons de la République. Donc ceux qui nous regardent, ils ont besoin d'avoir la matière, et puis ils ont besoin de s'actualiser sur les avancées du pays. Mais je sais que mon ami Aristote, que j'aime tant, il est sans ignorer que la science politique n'est pas une fiction. La science politique est basée sur des réalismes. Voilà pourquoi, à un certain moment, s'exige aux acteurs d'avoir ces doses de réalisme-là pour savoir nous venons d'où, nous sommes où et nous y allons où. Qu'est-ce qu'il est faux dans ce qu'il a dit? Alors, moi, je vais d'abord, avant d'y arriver, et que mon compatriote Manix a dépeint un tableau qui est clair. Il n'a pas inventé. C'est ce qui est fait et ce qui doit continuer à être fait. Il a été choqué par l'intervention des mains. Parce que, horrifié même. Lorsque le peuple vous donne mandat, il ne vous donne pas mandat pour des excuses. Le peuple vous confie un mandat et vous devez lui rendre l'encenseur. Et l'encenseur pour le peuple, c'est son bien-être social. Et voilà pourquoi je m'étends qu'à mon compatriote Manix a parlé sur le peuple d'abord, parce que nous devons nous focaliser que là-bas. Et au jour d'aujourd'hui, si mon frère Aristote peut aller encore se sourcer davantage, il peut voir même au niveau de l'UNICEF, il peut voir même au niveau des autres organismes qui travaillent en la matière de développement, il comprendra que ce pays tend vers son développement. Mais écoutez, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été élu par le peuple. Et le peuple lui a confié un mandat. Et dès l'entame de son mandat, il a planté les jalons. Il avait déjà un décor qui était là, qui prouvait à suffisance effectivement que ce que le peuple n'a pas pu avoir durant 18 ans de triste mémoire, et que le peuple peut se retrouver aujourd'hui à travers la bonne gouvernance
qu'a amené Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que la bonne gouvernance que nous avons aujourd'hui, la bonne gouvernance que nous avons aujourd'hui, c'est une correction pour tout ce qui n'a pas pu être durant 18 ans de règne de mon ami Aristote. En nommant les gens de l'espace. Mais quand mon ami Aristote parle du tribalisme, exagéré. Mais moi je suis éclairé. Bon, en tout cas, j'aime bien les sarcasmes qui sont dans ce propos par rapport à cela. Mais néanmoins, la mémoire collective de nos compatriotes ne peut jamais se tromper si ce qui a été le cheval de bataille de M. Kabila avec les amis Aristote qui ont gouverné le pays. Mais le pays était katangaïsé. Ça c'est connu de tout le monde. Le pays était katangaïsé. Qui ne le sait pas? C'est vrai ça? Mais je vous dis la vérité, en commençant par la tête jusqu'au pied. Voyez-vous? Et ça nous avait même forcé, nous peut-être qui ont voulu se soustraire à la situation politique du pays, parce qu'à cette époque-là, si tu ne parles pas swahili, en tout cas, tu dois te trouver vraiment ailleurs. Donc l'administration était et swahilisée. que tout était katangaïsé. Tout. Ok. Mais au jour d'aujourd'hui, lorsque vous prenez le statut du gouvernement, si mon ami Aristote dit cela, bon, je ne sais pas, peut-être, bon, ce sont les... Bon, il dit qu'il est résistant, bon, à la même temps opposant, bon, je ne sais pas tellement les situer, mais c'est clair et net, et que s'il y a la personne qui s'est levée, qui ne fait même pas attendre parler du tribalisme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais il a cité les ordonnances hein, depuis 2019. Mais les ordonnances, nous le prenons, lorsque vous prenez, en tout cas, je n'ai pas moins une minute de revenir, mais tous les Congolais qui regardent le statut du gouvernement, que ce soit au niveau des institutions, mais savent déjà définir qui est là-bas, puis qui ne l'est pas. Voyez-vous? C'est-à-dire que vous allez regarder même dans tout ce qui se passe ici, même ce qu'ils ont poussé d'aller prendre les armes, tuer encore les Congolais. C'est parce qu'ils font toujours l'apologie du tribalisme. Avez-vous déjà entendu dans les déclarations, même dans tout ce qu'ils disent, patati patata, parlant d'une tribu quelque part, en dehors de ceux qui parlent swahili? Mais pourtant, je ne sais pas, ils oublient quoi au moment où nous avons 450 ethnies dans ce pays. Voyez-vous? Et tout ce que nous avons, c'est unifier le pays, mais ce n'est pas ce qu'ils avaient amené. Lorsque mon cher ami Aristote Ngarim parle de la démocratie, bon, je ne sais pas. Vous avez agressé la démocratie, bon, vous avez tué la démocratie. Il fait allusion de quelle démocratie? Il fait allusion de quelle démocratie? Parce que nous sommes victimes de leur dictature. Oh, la dictature, c'est contraire à la démocratie. Parce que nous qui avons peut-être vécu pendant qu'il régnait, mais la liberté d'expression était toute en prison. Ok. Voyez-vous? Et il y avait, d'ailleurs, aujourd'hui vous pouvez venir chez vous ici. Selon vous, c'est le régime Kabila qui avait swahilisé les institutions. Effectivement, si je ne parle même pas pour mon parti, parce que tout le monde sait qu'à l'initiation de ce parti, même à sa création, tous les 13 parlementaires qui avaient pris les devants à ce que nous puissions avoir une opposition républicaine, pousser les régimes qui étaient en place à l'époque afin de démocratiser l'espace politique. En tout cas, au nombre de tous, c'était vraiment la zone géographique qui était représentative. Alors, ce qui veut dire que même au niveau du gouvernement, lorsque vous prenez le statut du gouvernement, vous allez voir que les institutions est bien fusionnées. C'est-à-dire, ça montre, ça donne l'image, comme vous le voyez là tous, et que chaque parti de la République démocratique du Congo, vu les compétences de ses propres dignes fils ou filles, en tout cas, qui a mérité la confiance du chef, est là. Et d'ailleurs, ça c'est notre cheval de bataille dont nous voulons à ce que l'esprit qui avait animé le régime de 18 ans, qui nous a vraiment dirigé par le tribalisme, et que cet esprit-là puisse vraiment se dissiper au milieu de nos compatriotes, afin que nous sachions tous que nous sommes fils et filles d'un seul pays, d'une seule patrie, dont nous nous dépendons. Mais lorsque
mon ami Ngarim dit cela, bon, peut-être nous comprenons, c'est pas le rapport à sa position actuelle, effectivement, mais néanmoins la mémoire collective savent bien que quiconque que le pays a été tribalisé, institutionnalisé d'ailleurs, parce que le tribalisme c'était vraiment fondé au niveau des institutions. Et partout là, ça poussait vraiment que le peuple qui ne se retrouvait pas par rapport à leur régime, si tu ne parles pas la langue de Swahili, et qu'en tout cas tu es abstrait à tes devoirs, alors voilà pourquoi que ça poussait beaucoup dans l'exil, etc. Merci, monsieur. Et nous sommes victimes. Merci, monsieur. Non, mais... Non, s'il vous plaît. Mais comment vous coupez directement? J'aimerais d'abord avoir un écho avant que je donne la parole à M. Manix. Monsieur Aristote Ngarimé, comme porte-parole du PPRD, est-ce vrai que les institutions sous Kabila étaient soyalisées? Je viens de suivre Arimagie qui est M23, qui a fait une fixation également sur les Balouba. Est-ce que vous avez un problème avec les Balouba? Vous avez aussi écrit un livre de promesses, mais plus, je vous sens attaquer une tribu. Est-ce qu'il y a un problème? Comment je peux faire ça alors que j'ai une femme kassaïenne? Ok. Aristote Ngarimé a une femme kassaïenne de Mbujimaï. Comment est-ce que je peux haïr le kassaïen? Mes enfants portent le sang kassaïen. C'est mon beau-frère. Ok. Alors comment je peux arriver à ce niveau-là? Je ne peux pas le faire. Ici, nous parlons de la gouvernance, de la politique qui consiste à élever une tribu et à sous-estimer une autre. Nous parlons d'une volonté manifeste de faire reculer une tribu et de faire avancer une tribu. C'est une autre chose. Ma femme, elle est kassaïenne. Faisons la part des choses. Donc vous ne faites pas une fixation? Joseph Kabila Kabange, il a eu plusieurs directeurs de cabinet. Combien étaient des kassaïens? Ah ok, ouais, je vois. Loumanou, Bochab, Loumanou était un kassaïen. Bochab était un kassaïen. Okay. Le vieux Chio Okitundu, c'est un kassaïen. Ça, c'est vrai. Alors, comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Kabila était un tribaliste? Qu'il avait tribalisé même ça n'a pas sa raison. Kabila, c'est un homme modéré dès par d'abord sa tribu, sociologiquement. Sa tribu, c'est un homme modéré. Ce n'est pas un homme extravagant, contrairement aux autres. Et il a travaillé avec tout le monde. Donc, j'aime le kassaïen parce que ma femme, elle est kassaïenne. Merci. Alors, s'il vous plaît, monsieur Manix, vous voulez quoi? Oui, mais bon, est-ce qu'il fallait peut-être, parce que moi, je n'aime pas le monopole d'abord de lui poser des questions, mais lorsque lui parlait du tribalisme, il faisait allusion de quelle tribu? Merci, il va répondre quand je vais lui donner la parole. Monsieur Manix Yenda, vous avez choqué votre co-débatteur, monsieur Aristote. Il était même horrifié par rapport à vos propos. Pourquoi vous vantez Tshisekedi du moment que monsieur Aristote Ngarimé voit les noirs là où vous voyez un peu blanc? Bon, moi je comprends, monsieur Aristote est dans son rôle d'opposant. C'est tout à fait normal de peindre un tableau très sombre, tout à fait noir. Je le concède, c'est des bonnes guerres. Mais il faudrait rester sur la factualité. Okay. Le peuple qui nous suit nous accordera un crédit dès lors que notre discours est axé sur la rationalité, l'objectivité et la vérité. Okay. Parce qu'au-delà de toutes ces élucubrations et discours des spectacles que nous brandissons sur ces plateaux, il y a un vécu d'un peuple qui existe. Okay. Le peuple est témoin de sa réalité économico-sociale. Et donc, mentir le peuple sur la température sociale, c'est tomber dans une forme d'escroquerie politique. Alors, laissez-moi revenir un tout petit peu sur quelques éléments que j'ai entendus de la bouche de mon ami Aristote Ngarimé, qui a parlé de la pauvreté intense. Oui, oui. Je voudrais vraiment, s'il le permettrait, qu'on reste sur un exercice comparatif et mesurer les degrés de pauvreté, parce que j'ai l'impression qu'il est nostalgique ou carrément il s'est fait amnésique, sélectif. Il choisit des tableaux du pays à oublier et certains tableaux à retenir pour nous peindre effectivement un tableau totalement sombre.
Il est fait quand il parle de la pauvreté, sous Joseph Kabila, est-ce qu'il peut nous étayer sur ce plateau les indicateurs de la lutte contre la pauvreté sous Joseph Kabila? Est-ce qu'il peut nous étayer sur ce plateau les bases en termes de gouvernance sociale laissées par Joseph Kabila au bénéfice de ses peuples? Est-ce qu'il peut nous étayer sur ce plateau, ne serait-ce que la thérapie sociale proposée par Joseph Kabila pour effectivement lutter contre cette pauvreté? Je prends juste un petit secteur, le secteur agricole. Je reste sur le principe. Je voudrais d'abord présenter les tarifs des valeurs du pays par rapport à ces secteurs. 80 millions d'hectares de terres arables, c'est une potentialité. 40 millions de terres irrigables, c'est une potentialité. Nous avons des sites greniers, c'est vrai, il faudrait une gouvernance en termes de semences améliorée pour activer les sites greniers du pays et faire une très bonne agriculture. Joseph Kabila est venu avec un modèle agricole de make-up. Oui. Joseph Kabila est venu avec l'ambition et l'intention d'asseoir un modèle agricole axé sur l'industrie, ce qu'on appelle l'agriculture moderne ou industrialisée si vous voulez, parce que nous avons deux types ou deux modèles d'agriculture. L'agriculture artisanale, ce qui s'est fait avec nos mamans, etc., et l'agriculture industrialisée. Projet phare pour matérialiser ces modèles de l'agriculture industrialisée avec l'idée de nourrir non seulement le Congolais, c'est-à-dire aller au-delà de l'autosuffisance alimentaire et répondre à un problème de plus de 2 milliards de citoyens du monde au regard des potentialités que nous avons déjà. Le projet phare pour piloter ces secteurs, c'est le parc agro-industriel des Boukangalot. Mais donc la question que nous nous posons, quid de résultats de ces parcs en termes de chaîne de consommation, c'est-à-dire la production, la récolte, la distribution, la commercialisation et enfin la consommation dans le ventre de l'homme congolais que nous sommes. Sinon, on parlerait de make-up, cette politique de filtre qui nous a d'ailleurs été vendue par M. Jean-Marie Kassamba, le véritable vendeur d'illusions. En deuxième lieu, il parle de la mortalité infantile. Mais quel a été le remède à cela? Parce que vous avez tout le temps le réflexe de critiquer Tshisekedi, tout en perdant de vue ce que Tshisekedi apporte comme remède par rapport aux problèmes que vous avez laissés dans ce pays. Mais le meilleur moyen ou la meilleure façon pour lutter contre les mortalités prénatales et les mortalités infantiles, effectivement, on a réfléchi dans le cadre d'une politique de santé publique pour alléger le poids des hommes congolais, des femmes congolaises, en rendant gratuite la maternité, effectivement avec le but de réduire le taux des mortalités infantiles et prénatales. Parce que d'après vous, Tshisekedi n'a rien fait. Même dans le secteur de l'éducation. Parce que, vous savez, aujourd'hui matin, j'ai fait un bon débat avec mon frère Papi Moussa. Un homme intelligent. Et nous nous sommes départagés. Nous nous sommes départagés sur la question du poseur de pierre et celui qui inaugure l'ouvrage qui a été commencé. Et je lui ai dit, entre celui qui pose la pierre et celui qui finit l'ouvrage et qui inaugure, à qui revient la gloire? Je l'ai dit, la gloire revient à celui qui finit l'ouvrage et qui inaugure l'ouvrage, parce que la finalité d'une action publique, c'est la satisfaction d'un intérêt général. Aujourd'hui, sur la toile, là, on a une photo de Kabila, Makila, non, ça paraît banal, ça paraît anodin, mais c'est une forme des messages qui passent par ces images, juste pour nous dire Kabila, en posant les pierres ou la pierre pour la réhabilitation de l'aéroport international d'Ndjili, Kabila nous a simplement vendu du vent.
C'est une communication imagée pour amuser la galerie. José Makila s'est défendu sur ces dossiers qu'il était pour rien. Il avait même cité les anciens ministres. Donc, c'était juste pour vous dire que le peuple congolais n'a pas que besoin de maquettes. Okay. Le peuple congolais n'a pas que besoin des conceptions de simples projets. Je l'ai dit, toute gouvernance de qualité est axée sur les résultats. Sans les résultats, la gouvernance s'apparente à une sorte de make-up politique. Vous êtes un pratiquant des droits, mais quand il parle de suspension d'une manière illégale, ça aussi, ça prouve que le régime Tshisekedi, ce n'est pas un régime des démocrates. Vous êtes des tyrans, vous êtes des dictateurs. Je voudrais, en parlant de cette question, lire la loi qui organise les partis politiques. Il a même évoqué la dite loi, la loi du 15 mars 2004. Article 2, alinéa 2e. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, à la formation de la conscience nationale et à l'éducation civique. Je m'en vais à l'article 6. Sous peine de dissolution, toute activité à caractère militaire, paramilitaire ou assimilée, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdit aux partis politiques. J'ai fini par l'article 29 que mon ami Aristote Ngarime a cité à tort et avec un dispositif qui n'existe pas dans l'article 29 de la dite loi. Ici, la loi dit: lorsque l'activité d'un parti politique menace ou porte atteinte à l'unité et à l'indépendance nationale, à l'intégrité du territoire de la République, à la souveraineté de l'État congolais et à l'ordre institutionnel démocratique ou trouble gravement l'ordre public, l'autorité territoriale du ressort décide de la suspension immédiate de ces partis. Monsieur Jacquemain Chabani, comme ministre de l'Intérieur, qui représente la territoriale dans un contexte congolais, a respecté scrupuleusement les dispositions que je viens de citer tout à l'heure, contenant dans l'article 29 de la loi qui organise les partis politiques. Mais regardez. Non, ce n'est pas la dictature. Mon ami Aristote a utilisé 3 vocables qui m'ont laissé un tout petit peu perplexe. Il parle de l'asphyxie de la démocratie. Oui. Il a parlé de la menace de la démocratie. Et il a parlé de l'agression de la démocratie. Ce qui n'est pas bon pour un pays qui aspire à la démocratie. Hein. Tout au début de ma prise de parole, j'ai sollicité la lucidité, la rationalité ainsi que la vérité. Revenons un tout petit peu lors des élections de 2018. Katumbeki a été chassé du pays de la manière que nous connaissons, au point de ne même pas participer aux élections pour exprimer et prévaloir ses droits civiques et politiques. Est-ce qu'il s'agit de l'asphyxie, de l'agression ou du massacre de la démocratie? J'aimerais bien que mon ami Aristote, lorsqu'il va prendre la parole, qu'il me réponde sur cette question. Il est en train de noter. Aujourd'hui, dans l'histoire démocratique de notre pays, au moins c'est sous la période où Joseph Kabila a dirigé ce pays que nous parlons des martyrs de la démocratie. Les 6 combattants de l'UDPS calcinés en plein siège, considérés comme le temple de la démocratie, encore que Aristote a reconnu les partis politiques comme le soubassement de la démocratie congolaise. Est-ce que c'était Kabila ou c'était les images montées ou une histoire fabriquée pour ces victimes? Considérer les militants calcinés de l'UDPS comme des images imaginées, cela est une insulte sur le parti UDPS. Ayez un peu d'égard, s'il vous plaît, parce qu'il s'agit des âmes de ceux-là qui ont accepté de partir à cause de cette démocratie. Vous voulez dire que c'était de la fiction? L'assassinat de Rossi Mukendi, qui n'était pas au front. Rossi n'est pas tombé à Bunagana. Rossi est tombé en plein exercice démocratique pour réclamer le respect de la Constitution et le départ dans le délai constitutionnel de M. Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'on dira pour Thérèse Kapangala?
Alors, revenons un tout petit peu dans cette période de gestion de Félix Tshisekedi. 5 Est-ce secondes, que sous apparemment, Tshisekedi- vous êtes un peu nostalgique. Hein? Il faut Non, mais- évoluer. Il faut évoluer. Oui, on va évoluer, mais il ne faudrait pas remuer les couteaux sur la plaie que vous avez créée. Aux otissimo thème. Et tout le temps, vous venez remuer le couteau sur la plaie que vous avez causée et vous me demandez d'évoluer. 5 secondes. Et donc, c'est juste pour vous dire que tout le tableau peint par mon ami Aristote Ngarime, ce n'est qu'un faux tableau teinté de la mauvaise intention de l'opposition politique. Il a parlé de la condamnation. Je finis par là. 1 minute. Est-ce que nous pouvons mesurer la gravité de l'impunité qui a caractérisé la gouvernance de M. Joseph Kabila au point de nous créer autant de dégâts que nous payons aujourd'hui? Vous savez, j'ai dit aujourd'hui matin à quelqu'un qui était en train de me dire non, le régime de Tshisekedi, il y a eu beaucoup de détournements. Je lui ai dit non, 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 non. Et plus pire, hein, qui est Kabila, parce qu'il y a même des ministres Non, qui c'est faux. acceptent d'avoir partagé l'argent de l'État. C'est faux. Les images existent. S'il vous À plaît. l'époque de Kabila, peut-être qu'il y avait des mains, mais tout était filtré. Mais chez vous, un peu, c'est de la fête. Hein. Chacun veut se dire, moi je vais détourner autant, l'autre. Cher ami Delphin, la seule différence, la seule chose qui crée la démarcation, c'est que dans le régime de Tshisekedi, il y a un moyen de dénoncer. Il y a un moyen de dévoiler ce qui est fait. Encore que le régime de Tshisekedi fait l'auto-censure. C'est-à-dire, c'est un régime qui est capable d'envoyer ses propres membres de l'obédience majorité présidentielle à la prison pour faire des détournements. Mais malheureusement, à l'époque de Joseph Kabila, on n'avait même pas droit de savoir qui a détourné, combien a été détourné. Voilà pourquoi on n'a pas été au courant de savoir la gravité de ce qui a été détourné. J'ai fini par cet élément autour 5 de ces débats que je trouve incommodes. Un débat sur le tribalisme. J'ai discuté avec un aîné du PPRD, c'est un ancien, j'étais son nom. Il m'a dit, un jour, un groupe de Katangais sont venus voir Joseph Kabila. Ils disent à Joseph Kabila, non mais monsieur le président, c'en est de trop. Vos frères Katangais commencent à marcher sur le principe sacro-saint de l'État. Voilà, il y a certains qui volent, certains qui arrêtent les gens de manière arbitraire, etc., etc. Monsieur le président, vous devez agir et au besoin, arrêter certains. Écoutez la réponse de Joseph Kabila. Ça, c'est une histoire qui m'a été racontée par un ancien du PPRD, j'étais son nom. Il faut authentifier cela. Joseph Kabila dit ceci. Chers amis, je ne peux pas arrêter mes frères du Katanga. Parce que si j'arrête mes frères du Katanga, déjà que j'ai un problème sur l'authenticité de mon identité sociologique, ces mêmes frères du Katanga passeraient à la place publique pour remettre en cause mon originalité en tant que Katangais. Par conséquent, je préfère les laisser jouir dans cette récréation interminable pourvu que mon image en tant que Congolais originaire du Katanga soit préservée. Merci, monsieur Manix. Ça, c'est du massacre. C'est de l'asphyxie. Merci. Et même de l'agression du tissu économique Merci. et sociologique de notre pays. Merci, monsieur Manix Inda. C'est votre histoire. Je ne sais pas s'il y avait des caméras, mais dis-moi, le professeur Kambaï Wacha nous avait enseigné Critique historique. les cours de critique historique. Alors, que j'aime bien. Alors, bon monsieur Aristote Ngarime, est-ce que c'est de la mauvaise foi? Si ce n'est pas de la mauvaise foi, est-ce que faire l'opposition au Congo, il faut voir tout dans le noir? Ou soit s'il y a des bonnes choses, il faut s'y dire. Je l'ai dit de temps en ce temps. qui est fait. Autre chose, aujourd'hui, il y a des taux de dollars. Hein. Vous voyez quand même des choses, les denrées de première nécessité, ça a baissé. Il y a quand même des mamans, des familles qui sont contentes. Est-ce que c'est là, vous comme les opposants, il n'y a pas mieux? Il ne faut pas encourager? Toujours faut, tu sais qu'il est toujours le mal incarné? Merci, très cher journaliste, pour ces temps d'échange, de partage républicain. Je pense que je ne me trompe pas. Je réitère mon propos que le régime en place, c'est une erreur de parcours.
c'est une parenthèse politique malheureuse. Il n'y a pas eu de réformes majeures pour faire avancer la République. Vous ne pouvez pas parler de changement ou d'une évolution sans pour autant parler des réformes. L'État se gère, se font des réformes. Si je restitue la parole à mon estimé pour lui poser la question, je n'en ai pas le droit, qu'il me cite 5 réformes majeures initiées sous Félix Tshisekedi. Il ne me le dira pas. Il ne me le dira pas. Il ne me le dira pas. Mais s'il me pose la même question, moi je lui répondrai tout de suite que la loi sur la sous-traitance, les assurances, code minier et code forestier, il y en a autant initiés par Joseph Kabila Kabange. On ne peut que parler d'un changement lorsqu'il y a une réforme. Réforme veut dire changer, modifier dans le but de faire avancer la gouvernance. Alors que le régime en place n'a pas initié des réformes. Alors pourquoi il parle de changement, d'évolution et ainsi de suite? Il n'y a pas de réforme. Code sous la sous-traitance, c'est Kabila. Le code minier, c'est Kabila. Les assurances, c'est Kabila. Le code forestier, c'est Kabila. Kabila a initié des réformes majeures, des réformes qui ont une conséquence directe sur le budget. Donc Kabila, c'est un patrimoine. Voilà, donc c'est en effet ça. Premièrement. Deuxièmement, j'ai essayé de faire cet exercice, je n'ai pas réussi. C'est que mon estimé Yenda a fait, moi je n'ai pas réussi. Et je me posais intérieurement la question, comment est-ce qu'il fait pour occulter une intelligence? En fait, il incarne une intelligence, mais je me pose la question, qu'est-ce qu'il fait pour occulter cette intelligence? En fait, une intelligence, c'est une lumière. Une intelligence, c'est une voie, c'est un chemin. Mais comment est-ce qu'il le fait pour ne pas tenir compte de l'interpellation de son intelligence lorsqu'il parle de l'État congolais? J'ai essayé de faire ça, du coup, je n'ai pas réussi. Mais il a fait l'effort de faire comme ça. Raison pour laquelle je reviens sur cette question. Lorsqu'il parle de la RDC, est-ce que vous pouvez contredire la Banque mondiale? Lorsqu'on dit que le Congo est le pays le plus pauvre du monde, il y a l'indicateur. Comment est-ce que vous faites pour occulter votre intelligence au point de ne pas reconnaître les rapports de la Banque mondiale? Lorsque le rapport parle de 85% des Congolais vivent avec 2 dollars le jour, moins de 2 dollars ou 3 dollars. Mais comment est-ce qu'il fait pour ne pas reconnaître ça? Comment est-ce qu'il le fait? Vous gardez la parole à l'époque de Kabila, il vivait mieux. Voilà, exact, une très belle question. Le problème, c'est lequel? Lorsque l'intelligentsia a érigé les indices, c'est pour comparer. Si à l'époque de Kabila était à 70 et aujourd'hui c'est à 80, on va tout de suite dire que le Congo tend vers le mal, quel que soit le pourcentage du temps de Kabila. Donc le Congo tend vers le mal parce qu'il y a augmentation, 85%, ça ne veut pas du PPRD. Ce n'est pas le PPRD qui a produit ces rapports, même pas Chadari qui a produit ces rapports. C'est les rapports de la Banque mondiale. C'est sérieux. Sérieux, c'est la Banque mondiale. 80% de Congolais vivent dans la pauvreté. Et c'est très grave. Est-ce que M. Yenda, comment est-ce qu'il fait pour occulter son intelligence? Est-ce qu'il le sait, Yenda Manix, que pour 10 000 habitants, en termes dans le secteur de la médecine et ainsi de suite, pour 10 000 Congolais, nous avons simplement 8 infirmiers. 8 infirmiers. Ce n'est pas moi encore, ce n'est pas moi, c'est la Banque mondiale. 10 000 Congolais pris en charge seulement par 8 infirmiers. C'est pas moi, c'est la Banque mondiale. Comment vous faites pour ne pas reconnaître cette évidence? Ce n'est pas moi. Les taux de la mortalité infantile, ce n'est pas moi, c'est la Banque mondiale. Le Congo tend vers le chaos. C'est pas moi, c'est la Banque mondiale. Comment vous faites? Donc la situation est pire. C'est pire, pas moi, c'est la Banque mondiale. Le chômage de masse, le chômage des jeunes, c'est pas moi, c'est la Banque mondiale qui en parle, la Banque mondiale. Il dit que le Congo tend vers le chômage de masse. Ce n'est pas moi. Lorsque la Banque mondiale parle de la malnutrition, M. Kaboye, malnutrition, ironie du sort, dans les secteurs, dans la zone où on a beaucoup plus ciblé, c'est les Kasaï.
On dit que c'est là où il y a beaucoup plus de la malnutrition. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le PPD, c'est la Banque mondiale. Vous lisez comme moi. Vous voulez que je dise quoi? Lorsqu'on parle de la famine, ce n'est pas moi, c'est la Banque mondiale. Lorsqu'on parle de la corruption, ce n'est pas moi, c'est la Banque mondiale. Donc les régimes, tu sais que nous faisons le make-up dans... en réalité, dans le vrai make-up au carré, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Make-up au carré. Ok. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc en réalité, si nous ne voulons pas occulter notre intelligence, rester rationnel, c'est basant sur des indices, des indicateurs. Même l'indice de développement humain, qu'on appelle IDH, classe la RDC parmi les derniers pays. Mais de quoi parlons-nous? Vous êtes fiers de venir débattre sur un pays où on dit que c'est le pays le plus pauvre, c'est le pays le plus corrompu, c'est le pays où il n'y a pas l'eau, la malnutrition. Mais comment est-ce que vous êtes à l'aise? Vous faites comment? Gardez la parole, monsieur Aristide. C'est très grave. J'ai Et l'impression... Kabila maintenant, Kabila. Là où il y a la différence avec Tshisekedi. Ok. J'ai dit un élément sociologique très capital. Continue. Dès par la tribu de Kabila, c'est la sociologie, Kabila n'est pas un homme extravagant. Okay. C'est un taisé. C'est un homme calme. C'est un homme, lorsqu'il le fait, il ne dit rien. Mais si vous comparez sa gouvernance et la gouvernance de Tshisekedi, c'est le jour et la nuit. Lorsque Kabila arriva au pouvoir, il avait trouvé combien comme budget? Ah, ok. Mais Kabila quitte le pouvoir, il laisse pour Tshisekedi à la banque centrale ici, du Congo comme réserve d'échange, à la hauteur de 1 milliard, au-delà de 1 milliard. C'est Kabila qui a laissé à Tshisekedi. Il n'avait rien trouvé. Mais lui n'a rien trouvé. Mais quand même, lorsqu'il quitte le pouvoir, il laisse à la banque centrale autant de millions pour Tshisekedi. Il a félicité. Mais c'est un modèle. Okay. Kabila, c'est un modèle. Je vous dis, c'est une personne de ressources. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Kabila, c'est en réalité, hein, qu'est-ce que j'ai compris? Un homme politique, c'est comme un prophète. Chaque prophète reçoit dédié une mission. Nous pouvons tous être des prophètes, mais chaque prophète a sa particularité. Et il est d'avoir un homme de Dieu ici en face de moi. Kaboy, c'est un homme de Dieu. Ouais, je l'ai vu enseigner. Là, je le respecte. Là, c'est un homme de Dieu. Chaque homme de Dieu a sa mission. Donc, par rapport à la mission de Kabila, Kabila, il a réellement fait quelque chose pour la République. Il a accompli sa mission, tenant compte de sa vocation comme homme d'État. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui occulter ce que Kabila fait. Il faut reconnaître Kabila. Chose que Kabila fait, ce qui est énorme. Je doute que Tshisekedi le fera. Moi, je doute. Est-ce que Tshisekedi laissera le pouvoir à celui qui gagnera les élections en 2028? Si celui-là n'est pas de son parti politique, est-ce que le président Tshisekedi laissera quelqu'un devenu président faire la passation civilisée du pouvoir comme Kabila y a le faire? Donc, quand on parle de Kabila, il faut le mettre dans un strapotin à part. Et quand on parle de la RDC actuellement, avec les indices que je vous ai donnés, il faut être humble. Je vous invite à humilité. Gardons encore la parole, M. Aristote. Gardons encore la parole, M. Aristote Ngarime. Mais parce que je vous ai posé une question, mais apparemment, vous refusez de répondre. J'amplifie, je veux que vous puissiez répondre. Il y a aujourd'hui les denrées de première nécessité. Les gens sont contents. J'ai même suivi le gouverneur de la banque qui a dit, grâce à lui, le roi dollar est par terre. Est-ce que ce n'est pas des poids de ce régime Tshisekedi, contrairement à votre époque? Je n'ai pas une grande connaissance sur le plan économique, mais comme un acteur politique, comme un chercheur, je sais. Ce qui se passe, ce qui s'est d'abord passé, c'était de l'illusion monétaire. L'illusion. Illusion monétaire, c'est une notion reconnue mondialement. Okay. Ça veut dire quoi? Je vous fais croire, monsieur, vous touchez combien? 100 000 francs. Moi, tu sais que je suis arrivé, vous quittez des 100 000 francs, maintenant vous avez 500 000 francs. Ah, vous voyez des chiffres augmentés. Illusion monétaire. Vous retirez vos 500 000 francs congolais, vous allez maintenant acheter le produit sur le marché, vous trouvez le produit qui se vendait à 1000 francs, ce produit-là se vend maintenant à 4000 francs. Donc tout ce que vous avez eu comme chiffre, 500 000 francs congolais, illusion monétaire, mais sur le plan de marché, vous n'arrivez pas à nouer les débuts du mois. C'est ce qu'on appelle illusion monétaire. Ce sont des chiffres qui augmentent. Même le budget, nous avons 16 milliards, illusion monétaire. Mais dans la faisabilité, ce n'est pas ça. Par rapport à l'appréciation de francs congolais, mais c'est grave, c'est de l'escroquerie, c'est très grave. Vous dites. C'est de l'escroquerie. L'escroquerie? Oui, c'est très grave ce qui se passe.
soyons pragmatiques. Ok. Je suis père de famille, moi, Ngarimé. Je nourris une femme et les enfants. Avant de démarrer ma voiture à la maison, j'avais l'habitude de laisser 10 $. Converti en francs congolais, ça donnait 28 000 francs congolais. Avec le peu de provisions que nous avons à la maison, maïs et tout ça, on pouvait s'en servir pour acheter soit des condiments, des petites choses, et ça suffisait. Parce que les 10 $ convertis en francs congolais, ça faisait 28 000 francs. Sans pour autant qu'il y ait un très grand travail au niveau de l'économie, du coup, on prend une décision brutale, mal réfléchie. Aujourd'hui, lorsque je démarche... Populaire ou impopulaire? C'est une décision, c'est du populisme. En effet, lorsque vous voyez un dirigeant, à qui on confie la banque centrale, il est tout le temps chanté par les musiciens, il a l'envie du végétarien. Il faut faire très attention à ce monsieur. Il est tout le temps avec le musicien, tout le temps chercher les mabangas, les cailloux. Il est proche à des musiciens. Quand vous voyez un tel dirigeant qui aime se faire chanter, attention, c'est un populiste de mauvais goût. Aujourd'hui, lorsque je démarre chez moi à la maison, je laisse 10 $. Ma femme change les 10 $ à 21 500 francs congolais. Le produit que ma femme a acheté au marché, ces produits-là n'ont pas connu du recul, de la baisse. Et ces produits-là maintiennent le prix. Et du coup, l'appréciation des francs congolais donc, je ne les ressens pas parce que sur le marché, nous ne voyons absolument rien. C'est de l'escroquerie. Mais ce n'est pas ce que le pasteur Godin Poyi ne va pas me contredire. Godin Poyi, les économistes de renom. Je cite ici Godin Poyi, je cite ici le sénateur Faustin Luanga. Il ne va pas me contredire. Ce sont des économistes de renom. Donc, c'est de l'escroquerie. On n'a pas tenu compte de la vie sociale des Congolais, du pouvoir d'achat des Congolais, et c'est très grave. Merci, le professeur Godin Poyi, c'est un grand professeur, mais il y a aussi le professeur Moukoko Samba qui pense le contraire, donc c'est une guerre des scientifiques. Alors, M. Edouard Kaboya, si les arriérés, vous pouvez le payer, mais j'aimerais que vous puissiez ouvrir la question de la diplomatie, mais il a quand même des choses, hein. Vous avez un budget de 19 ou 20 milliards, mais apparemment, la population ne s'en retrouve pas, donc c'est un échec de ces côtés-là. L'illusion monétaire, il en a parlé, mais parlons de la diplomatie. Pourquoi votre diplomatie aujourd'hui, c'est une diplomatie des CRR? L'UDPS, vous étiez préparé pour sombrer les Congos, amener les Congos dans l'abîme? Mais d'abord, je vous fais remarquer que soit juste à la distribution des temps d'antenne. Vous êtes à deux, mon Sucel. Donc, vous accordez vraiment trop de temps. À mon ami, ils sont à deux. Le message est passé. Continuez. Écoutez, lorsque nous parlons sur le développement d'un pays, le développement d'un pays s'inscrit dans la durée. Ok. Ce qui veut dire que pour stabiliser les pays économiquement, nous devons être ce pays-là qui produit. Ok. C'est la production qui fasse que les pays puissent tendre dans tout ce développement et tous les secteurs de la vie. Maintenant, j'attends ici, sur ce plateau, sur ce débat, mon très cher Ngarim, il vous dit les rapports de la Banque mondiale. Un rapport sérieux. Or, de l'entame de mon intervention, moi j'avais dit que ce débat s'invite lorsque nous parlons en termes de chiffres et de gouvernance. C'est-à-dire qu'il fallait que M. Ngarim se mette quand même dans un corps où il a dirigé pendant 18 ans. Quel a été son bilan? Qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire? Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent quand même capitaliser cela comme modèle afin que nous puissions aller de l'avant? Mais ici, lorsqu'il vous fait cette étude comparative avec les 18 ans de triste mémoire, très cher, vous savez, moi je n'ai pas parlé de 18 ans, parce que si le peuple congolais souvent attend parler de 18 ans, il voit comment il a été végété dans des souffrances extrêmes. D'abord, 18 ans de gâchis, 18 ans de misère à l'outrance, 18 ans de sans production, 18 ans de détournement, 18 ans sans stabilité économique. Bon, je ne sais pas comment ils ont pu vraiment rester là pendant 18 ans.
Or, Mais est-ce que comme vous voulez ça savoir, sans stabilité économique, rappelez-vous des réunions des troïkas stratégiques, cadre macroéconomique avec votre aîné en cravate rouge. Ça, c'est, ne faut pas. Ça, c'est du bluff, comme on a toujours dit, atypique. Okay. Vous allez voir que il y avait un régime dont ils étaient complètement caractérisés sur le détournement, en les place de voir l'intérêt suprême qui était l'intérêt du peuple. Vous avez entendu, comme moi et vous, ce qui a été volatilisé par rapport à ces projets, que nous on croyait que ça pouvait quand même répondre aux besoins de la population, notamment projet qui a été détourné au Kangalonzo, etc. Et ils avaient privilégié à l'extrême l'importation qu'à la productivité. Bon, maintenant, quand mon cher ami il dit, écoutez, on parle sur la pauvreté. Mais ils ont appauvri davantage la population. Et puis je ne sais pas comment il est fier lorsqu'ils font 18 ans de règne, 18 ans de pouvoir. Maintenant, ils nous inventent ici que Kabila, quand il part, il laisse 1 million ou 1 milliard. Il n'avait rien trouvé, mais quand même, il a laissé. Bon, alors, et ils ont fait 18 ans. Bon, et ils se sont retrouvés avec autant de milliards, parce que nous avons suivi les rapports de messieurs qui nous avait parlé de 15 milliards de dollars qui se volatilisent. Voyez-vous? Mais maintenant, 15 milliards qui se volatilisent, avec tout ce qui est... D'ailleurs, c'est ça ce qu'a dit même mon ami Manix ici. Nous sommes victimes de la mauvaise gouvernance de la Kabylie. Mais aujourd'hui, nous continuons à payer des taxes supplémentaires qui n'étaient pas prévues dans les coffres de l'État, dont les individus se sont accaparés avec ça. Les go passent aujourd'hui. Voyez-vous? Ça a aidé pour que nous puissions avoir ça a aidé quoi? Ça a aidé quoi? Quel aéroport moderne? D'abord, ne faut même pas merci à Kabila. Ne faut même pas parler de la... Donc, ne faut même pas parler. C'est-à-dire que lui, il avait trouvé un pays, et le pays qui a été dirigé par notre frère Laurent Désiré Kabila, qui l'avait amené, et juste lui, quand il a pris le pays de la manière dont il a trouvé, mais il fallait désacraliser tout ce qui a été. Mais moi, vraiment... Il a fait des réformes, selon M. Aristote. Des réformes. Mais quelle réforme? Parce que aujourd'hui, lorsque nous faisons la politique, en tout cas, il ne faut pas faire la politique en français. Les peuples qui nous regardent, qui nous attendent là, ils ont besoin de vivre quotidiennement de tout ce qui regorge leur pays. Quelle réforme? Parce que ce que nous avons avec vous, à la prise de ce pouvoir, en 2019, et vous avez trouvé que... Mais on n'a fait pas un pays. Il a dit, sous il n'y avait pas un pays, il vivait mieux. Bon, peut-être, oui, bon, nous comprenons parce que... Bon, en tout cas, nous comprenons parce que ce sont eux qui étaient à la gestion. Et puis avec tout ce qui s'est passé, des détournements et consorts, c'est que mon ami a rappelé ici, peut-être à cette époque-là, comme il vivait surtout dans une loi de l'Omerta, et il pouvait détourner l'Omerta, il pouvait détourner comme il veut, il pouvait vraiment tuer comme il veut, mais c'était seulement, en tout cas, un groupe d'individus qui vient mieux, pas le peuple congolais. Et nous savons avec vous cette histoire même de l'estage. Autant que Kabila régnait dans ce pays. Et c'était difficile de trouver vraiment une famille qui vient ici au Congo. C'était seulement les dirigeants du PPRD et les consorts. Donc, ce qui veut dire que les tableaux de 2000, c'est-à-dire de 18 ans de la Kabylie, à la mastodonte de notre pays, je vous dis que c'était des gâchis. Il n'y avait rien qui a marché. Je vous ajoute encore 2 minutes. Ici, je suis en train de voir le message sur YouTube. Nous voulons un Congo fédéral pour le développement de la RDC. Voilà, ça, c'est les gens qui écrivent sur YouTube d'Elkas. Alors, la question de la diplomatie, vous tâtonnez avec la diplomatie, vous ballottez les Congos, vous amenez les Congos dans l'abîme. Pourquoi l'UDPS fait la honte? Aujourd'hui, vous avez vu les prouesses de la diplomatie agissante du chef de l'État. Parce que,
nous avons eu à obtenir une résolution historique, 2773. Ok. Ça, c'est les fruits et les conséquences d'une bonne diplomatie agissante. Ok. Et vous allez voir que tout ce qui peut tourner autour de ces conflits, leur base légale, ça se trouve avec la résolution 2773. Le fruit de la diplomatie. Et d'ailleurs, vous êtes en train de voir que même notre chef rebelle Kabila est en train de peiner de la manière dont il était en train de rêver, parce que lui, dans sa tête là, il était en train de rêver que le pouvoir, c'est un héritage. Il peut donner à quiconque qu'il peut donner, et puis à un certain moment, il peut revenir encore pour récupérer le pouvoir. Et vous êtes en train de voir comment il est en train d'être erré partout. C'est parce qu'il y a une diplomatie contraignante qui fait à ce que les pays puissent se retrouver pour que nous puissions conjuguer les efforts ensemble et que nous mettions définitivement fin à ces guerres intempestives que le pays a toujours connues. Merci. Je donne la parole à monsieur Manix Yenda. Les gens sur Delca sont en train de dire, je vois ici, ce fainéant de Delpha est un fanatique de Kabila. Il les cite beaucoup. Oui, j'aime beaucoup Kabila comme un humain. Alors, monsieur Manix Yenda, une question. S'il y a des arriérés, vous pouvez le payer. Pourquoi la diplomatie du régime Tshisekedi amène le pays dans des conflits et amplifie la guerre dans l'Est? Je reviens sur cette question diplomatique. Laissez-moi, monsieur Delphin, lire les derniers rapports de la Banque mondiale. Les derniers. Du 1er octobre 2025. Aperçu économique. En 2024, la croissance économique de la RDC a progressé de 6,5%, portée par une expansion de 12,8% du secteur extractif, en particulier la production de cuivre et de cobalt. Les secteurs non miniers ont enregistré une croissance de 3,2%, reflétant une diversification et une augmentation des investissements privés. Le déficit du compte courant, DCC, s'est réduit à 3,4% du PIB et les réserves de change ont augmenté pour couvrir 2,5 mois d'importation. Le franc congolais s'est déprécié de 8,7% par rapport au dollar américain et l'inflation est descendue de 11,3%. Le secteur bancaire est resté profitable à une expansion du crédit et une baisse de prêts non performants. La suite, on continue. Et je crois que, ne serait-ce que cet bref aperçu du récent rapport de la Banque mondiale avec un aperçu économique de la réalité économique actuelle du pays peut nous en dire plus. Et cela peut nous permettre de balayer les rapports tels que donnés par mon ami Aristote. J'ai le contrat ici, je ne sais pas s'il a lu quel rapport. Est-ce que vous avez les mêmes rapports? Il a parlé du dernier rapport. Je reviendrai, j'en ai le 1er octobre 2025. Ok. J'en ai, c'est ici, vous pouvez le consulter sur Google. Même à la maison, vous pouvez chercher. Commencez au-dessus. Commencez là où on a dit que les rapports récents de la Banque mondiale. C'est son temps de parole, est-ce qu'il peut continuer? Mettre en lumière. C'est son temps de parole. Exactement. J'annonce que je reçois toi à 18h. Continuez. Je voudrais revenir sur cette question de gouvernance. Je l'ai dit, il n'y a pas de gouvernance de qualité sans résultat. Est-ce que mon ami Aristote Tongarime peut nous dire si les mêmes coûts avec lesquels il effectuait ses voyages à l'intérieur du pays est les mêmes aujourd'hui? Est-ce que M. Aristote Tongarime peut nous dire est-ce que le même montant avec lequel il pouvait octroyer un passeport, c'est les mêmes jusqu'aujourd'hui? Est-ce que M. Aristote Tongarime s'est mesuré en termes de quelle hauteur de l'enveloppe financière que l'État essaye de prendre en charge en ce qui concerne la couverture pour assurer la gratuité de l'enseignement de base sur toute l'étendue du territoire national? D'entre deux jeux, je lui donne quand même des chiffres. Avec ces budgets que vous prenez des fictifs, alors que nous quittions de 5 milliards à 16 milliards, et là nous tendons vers un budget de 20 milliards de dollars.
Mais c'est dans cet argent que l'État congolais a accepté d'endosser sa responsabilité financière pour prendre en charge plus de 600 000 enseignants sur toute l'étendue du territoire national. C'est avec cet argent que le gouvernement congolais s'est ambitionné sous l'optique de mettre en place un très bon projet. Ici, je voudrais parler du programme de 145 territoires qui a été essentiellement axé sur la construction des écoles dans les différents territoires de la RDC, les centres de santé et la réhabilitation de l'administration locale. C'était avec l'argent de la République. C'est avec l'argent de la République que l'État congolais prend en charge, je vous ai dit au début de mon intervention, la maternité gratuite. C'est pour diminuer le taux de la mortalité infantile et la mortalité prénatale. Ici, je voudrais démontrer à M. Aristote Ngarime la mauvaise gouvernance de M. Joseph Kabila. Je prends le cas du contrat chinois. Le contrat chinois a été signé depuis 2008 sous l'égide de M. Joseph Kabila, avec comme objet minerai contre l'infrastructure. Ce contrat était un contrat synalagmatique, c'est-à-dire un contrat qui exige la réciprocité d'obligations entre les deux parties. Mais malheureusement, après avoir exploité plus de 7 milliards de dollars via exploitation minière au bénéfice de ces Chinois, c'était prévu que ces Chinois construisent au bénéfice de la RDC 5000 logements sociaux. Cela n'a jamais été possible. 145 centres de santé. Cela n'a jamais été possible. 31 hôpitaux avec 150 lits par hôpital. Cela n'a jamais été possible. C'était prévu que ces Chinois construisent au bénéfice de la RDC, sous Joseph Kabila bien entendu, 2 barrages hydroélectriques. Cela n'a jamais été possible. C'était prévu de réhabiliter 2 aéroports, en l'occurrence l'aéroport de Goma et l'aéroport de Bukavu. Cela n'a jamais été possible. C'était prévu même de construire 3700 km de route. Cela n'a jamais été possible. Entre-temps, ces gens-là ont exploité, je l'ai dit, plus de 7 milliards de dollars via exploitation minière. Donc il n'y avait pas le suivi ou c'est... Tshisekedi dit qu'il traite d'incompétent et venu. Il impose le principe de la réciprocité. On révise le contrat chinois. Et aujourd'hui, les résultats sont là. La route rocade. C'est le fruit de la révisitation du contrat chinois sous Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez imaginer combien cette route peut desservir en termes de mobilité et désengorger la population de Kinshasa, coffrée dans une situation d'asphyxie et de promiscuité urbaine ici à Kinshasa? Deuxième résultat, la route Kalambambouji. Dans sa province d'ailleurs. La route Kalambambouji, le fruit effectivement de la révisitation du contrat chinois sous Tshisekedi. Et d'ailleurs, cette route a créé même une connectivité entre la partie ouest de la RDC et la partie de l'Afrique australe. Parce que c'est une route transfrontalière. Et vous savez ce que ça peut produire en termes d'échanges commerciaux, en termes de transactions commerciales? Non mais, lorsque vous voulez vendre Joseph Kabila, on en veut bien, c'est votre leader politique, c'est votre autorité de référence, mais vendez Kabila sur de faits vécus, sur une réalité. Et non nous dire, non, Kabila, c'est un homme introverti, il n'est pas extraverti, il est taiseux, lui il ne parle pas. On n'en a que faire de son silence. Mais vous refusez que Kabila, c'est un produit consommable. Non mais, qui va consommer Joseph Kabila? Donc c'est un produit périmé. Mais lui-même, à l'apocalypse de sa gestion, il a peint un vrai tableau et véritable tableau. Qu'est-ce que Kabila a dit avant de partir? Je ne suis pas capable de transformer la vie de l'homme congolais. Attendez, je vous remets la s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour que la vie d'un homme congolais soit changée et totalement changée, il n'y a que 4 facteurs déterminants. En l'occurrence, la famille, c'est le cadre idéal dans lequel l'homme congolais comme enfant apprend à parler et à marquer ses premiers pas. D'où la question, quelles sont les politiques
publique de Joseph Kabila dans le sens d'alléger le poids de nos familles congolaises. Deuxième axe, c'est l'école. C'est là où l'enfant congolais apprend à lire, à écrire et à calculer. Tshisekedi est venu, il a rendu gratuit l'enseignement de base pour donner effectivement aux enfants congolais cette possibilité de lire, écrire et calculer. Troisième axe, c'est l'université. C'est dans l'université que l'homme congolais peut créer des hypothèses pour résoudre aux différentes problématiques de la société. Tshisekedi a réhabilité l'université de Kinshasa. Tshisekedi a remis en état l'université d'Aristote Ngarime et UPEN. Et à chaque fois, UPEN, quand M. Ngarime, quand il passe à l'UPEN, je suis convaincu qu'il a même pris beaucoup de photos parce que le bâtiment de l'UPEN aujourd'hui est plus présentable qu'à l'UPEN que nous avions connu sous Joseph Kabila. Il semblait que Kabila avait construit l'université de Kindu aussi. De Kindu, vous avez un sens de l'ironie, je vous le conseille. L'université de Kananga, l'université de Mbujimayi, l'INBTP Kinshasa. Tout ça, c'est Tshisekedi. Non, mais c'est Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il veut transformer effectivement l'homme congolais. Même en parlant de l'université, comment vous pouvez être utile dans le marché d'emploi si vous n'avez pas étudié dans de bonnes qualités? Est-ce que M. Aristote peut nous dire combien de magistrats jeunes comme lui que Joseph Kabila a laissé dans l'administration de la justice de notre pays? Est-ce qu'il sait que il y a des jeunes comme lui qui ont été retenus comme des inspecteurs du travail, affectés aujourd'hui, salariés aujourd'hui, et ils travaillent? Est-ce qu'il le sait? Mais ce n'est pas la première fois. Est-ce que M. Aristote Ngarime sait? Avait utilisé des jeunes. Une fois Tshisekedi est arrivé, il sait le chiffre en termes de fictifs, des doublons dans la fonction publique que nous avons déniché. Est-ce qu'il sait que le pays, avec l'IAO bien entendu, c'est que combien le pays perd chaque mois à cause des fictifs? Tous les membres du PPRD, vous savez, la plus bonne partie des membres du PPRD ont été embauchés là-bas à l'INSS, SONAS, sans test, sans concours. Est-ce que ce n'est pas le cas sans background? Est-ce que ce n'est pas le cas du chat de l'UDPS? Sans diplôme. Vous n'êtes pas de l'UDPS, apparemment vous êtes infecté par... Non mais moi ces histoires de l'UDPS ou quoi, je ne suis pas là. Je reste sur le fait. Alors, allez, d'ailleurs. Si vous savez que Patrick Kanga, oui. Un homme très intelligent. Il est là comment? Où? À l'INSS. S'il est là comment? Non, il est là comment? Par un test, par un concours ou comment? Il est licencié. Non, mais licencié, on ne refuse pas. Mais dites-moi, par un test ou un concours ou soit par une recommandation. C'est des bonnes questions. Merci. Ils sont nombreux là-bas. Vous voulez que je vous cite le nom des gens? S'il vous plaît, il ne faut pas citer les noms. Les noms des gens ici. Monsieur Aristote Ngarime, soyez concentrés. Il ne faut pas consulter trop votre téléphone. J'étais en train de lire, de confronter la source. Je vous donne. Je le rapport de la Banque mondiale ici avec moi. C'est quelle date? Visuel. 2025. Date précise. Il ne faut pas l'embrouiller. Vous êtes octobre. S'il vous plaît. Octobre 2025. Octobre, c'est vague. S'il vous plaît. Vous avez dit 1er octobre 2025. Exactement. Monsieur Aristote, ne vous laissez pas envoûter par les gens du pouvoir. Gardez votre calme, je vous donne suffisamment de minutes. Alors, Monsieur Manix, vous n'avez pas répondu à la question de la diplomatie, mais vous allez terminer. S'il vous plaît, vous avez autant de minutes. Monsieur Aristote, je vous favorise dans cette émission. Je vous ne pense pas. Suffisamment de minutes. Je ne pense pas. S'il vous plaît, répondez à la question de la diplomatie. Si la diplomatie du régime Tshisekedi, M. Kabila nous a parlé de la résolution 2773, le fruit de la diplomatie, est-ce que cette résolution va clouer réellement ce M23, Rwanda et autres? Si elle est arriérées, vous pouvez les payer. Je voulais consulter la source de mon estimé. J'ai l'impression que ce n'est pas la même source. Malheureusement, mon téléphone... Déjà à la maison, on peut aussi consulter. Malheureusement, cherchez aussi à la maison. Je voulais consulter la source de mon estimé Manis Kiyenda. Malheureusement, mon téléphone est lobat. Comme Dieu t'aime beaucoup, Papi Mbaou n'est pas loin de moi. C'est pourquoi Papi Mbaou me donne son téléphone et j'entre pour vérifier la source. J'allais dire, je n'ai rien à dire parce que mon téléphone est lobat. Voilà que Dieu est avec moi. Papi Mbaou m'a donné son téléphone et je suis en train de lire la source. Et effectivement, je suis sur ça. Si réellement nous sommes
sur les rapports de la Banque mondiale. Vous devriez lire ce qui suit. Le rapport de la Banque mondiale sur la RDC de 2025 met en évidence une croissance du PIB qui devrait ralentir à 5,1% en 2025 et insister sur la nécessité de réformer les incitations fiscales pour promouvoir la croissance et l'équité. Mais là où ça fait beaucoup plus... là où c'est pas un rapport, ça. Non, c'est ça. C'est certainement le commentaire. Non. Monsieur Manix, il ne faut pas le perturber. Il était calme quand il parlait. C'est un commentaire. Non. En fait, ça se passe comment? Lorsqu'on analyse, on fait les rapports, on pose des recommandations. Ça se passe comme ça. Il ne suffit pas de diagnostiquer. On diagnostique et on donne des pistes de solutions pour que le pays se gère bien. Et dans ces rapports, on parle encore, on dit ceci. Malgré la croissance, la pauvreté reste à un niveau élevé. Et la RDC doit se comparer. Je vous dis. Attendez. Réalisez. Les rapports donnent le chiffre. Il ne faut pas les perturber. Les rapports donnent les chiffres. Ce n'est pas les rapports. Passez-moi votre téléphone. Je vais vous donner les points pour que vous puissiez charger votre téléphone. Exactement. Apparemment, je vous donne les points. Il faut charger votre téléphone. Exactement. Le téléphone de Papi Mbao est en train de vous déranger. Heureusement que Papi Mbao était là. Voilà. Alors, non, s'il vous plaît. En tout temps, j'évolue. J'évolue, je répète. Je sais que vous êtes imperturbable. Le temps que ça. Je répète d'abord sur la diplomatie. La diplomatie. La résolution 27. En réalité, il faut d'abord que nous puissions nous mettre d'accord sur les concepts de diplomatie. Est-ce que la conception qu'au jeu de la diplomatie, c'est la même conception que Ienda partage et M. Kabouaï? C'est quoi la diplomatie? Il faut les aider alors. On a l'impression de chanter diplomatie. On confond le nombre de voyages et la diplomatie. On confond le fait de saluer plusieurs blancs à l'extérieur du pays, vous saluez le blanc, vous appelez ça diplomatie. Comme je viens un vice-ministre, un ministre délégué chargé des anciens combattants, aller retenir la main de Macron. Retenir la main de Macron. Macron voulait passer, il tenait la main de Macron. Selon lui, il disait que c'est ça la diplomatie. Donc le ministre délégué, vous n'avez pas vu ça, il retenait confisqué la main de Macron. Eliezer Tamboué retenez la main de Macron. Il ne voulait pas que Macron... diplomatiquement, c'est très impoli. Vous retenez la main d'un président de la République qui parlait avec les autres. Eliezer voulait tout faire pour lui expliquer. C'est moi le ministre, c'est moi le... C'est impoli. Non, c'est aberrant. Mais ça ne passe pas. En réalité, Eliezer, il s'est présenté, il dit que c'est moi. Donc, il croit que c'est ça la diplomatie. Donc la diplomatie, ce n'est pas le fait de saluer le blanc. La diplomatie, ce n'est pas l'être entre les deux avions. La diplomatie, ce n'est pas le fait de manger avec le blanc. Il y a les retombées. La diplomatie, ce n'est pas le fait de chanter, de danser le moutouachi. Ce n'est pas la diplomatie. En fait, la diplomatie en soi, c'est quoi? La diplomatie, c'est un instrument. C'est un instrument de quoi? C'est un instrument de la politique étrangère. Et la politique étrangère, c'est quoi? Ce sont les grandes lignes qu'un État se fixe en dehors de ses frontières. Lorsque vous arrivez à vous fixer des grandes lignes de votre politique sur le plan extérieur, et maintenant l'instrument qui va vous aider à accomplir les grandes lignes là, s'appelle la diplomatie. C'est un moyen. Exactement. Ça, aucun doctrinaire ne va me contredire. Juste le plan de la diplomatie, cela peut avoir plusieurs formes. Et c'est ça, c'est cet instrument-là. C'est un instrument qui vous aide à accomplir votre politique étrangère. C'est pourquoi je pose d'abord la question. Est-ce que la RDC, au regard des droits internationaux, Manis Ienda, est-ce que la RDC est agressée? Ne trahissez pas le diplôme de la licence de droit que vous avez à l'INITI. Il ne faut pas l'intimider. Ne trahissez pas ça. Ne trahissez pas. Je parle de droit international. Non, je sais que c'est un brillant. Et il a fait le droit. Au regard des droits internationaux, est-ce que le Congo est un État agressé? Alors, je sais qu'il sait, il sait faire la différence entre une agression et une rébellion. Dans le contexte actuel, le Congo évolue sous une rébellion ou une agression. Si tel est le cas, quelle est votre lecture comme un juriste? Vous connaissez le droit international. Donc la diplomatie de notre pays aurait pu d'abord nous aider à avoir une résolution des Nations Unies condamnant, en fait, disant tout haut que nous sommes agressés. Jusqu'à présent, sur le plan international, le Congo n'est pas agressé.
Savez-vous pourquoi est-ce que l'Ouganda nous paye des fonds jusqu'à aujourd'hui? Parce que nous avions saisi la Cour internationale de justice où l'Ouganda a été condamné. Sous Kabila. Raison pour laquelle l'Ouganda continue à verser les fonds jusqu'à présent. Et dans votre régime, est-ce que le Congo est agressé au regard des droits internationaux? Le Congo n'est pas agressé. Donc, aucune résolution. Joseph Kabila avait obtenu une condamnation. Mais je vous dis. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit on devrait avoir autant de millions. C'est le régime exactement. Qui a réduit ça. Voilà, on a sous-évalué les morts de Kisangani, c'est chez moi. Le régime de Tshisekedi a sous-évalué les morts de Kisangani. Donc, je reviens à ce que je disais. La diplomatie de Tshisekedi ne nous a pas aidés à obtenir une résolution du Conseil des Nations disant clairement que nous sommes agressés. Sur le plan des droits internationaux, le Congo n'est pas agressé. Merci. Ça, la diplomatie a échoué. Merci. Référez-vous à nous. Le 2 août 1998, le Congo était agressé par le Rwanda, l'Ouganda et Burundi. Mais on ne croyait pas que le Congo était agressé. Il a fallu qu'à l'époque, le Cheikh Tounou puisse se déployer sur l'échiquier international. On a fait un grand travail sur l'échiquier international avec le Cheikh Tounou et j'en passe pour obtenir en effet une résolution disant clairement que le Congo était agressé. Je ne parle pas de l'agression, je parle français. Je ne parle pas de soutenir une rébellion. Non, je parle de l'agression. Sur le plan des droits internationaux, ça a un sens. Et la diplomatie a échoué. Donc il n'y a aucune diplomatie. On confond le voyage, on confond le fait de saluer les gens, de porter des vestes. On croit que c'est ça la diplomatie. C'est un instrument qui doit nous aider. Malheureusement, on ne nous a pas aidés. Merci. Gardez encore votre énergie. Je vais vous donner le mot de la fin. Mais monsieur... Je charge le téléphone. Monsieur Edouard Kagoya. Je vous ai aidé avec le poème. Monsieur Edouard Kagoya. Monsieur Aristote a été clair, hein, limpide et cohérent quand il vous dit que la diplomatie, ce n'est pas l'effet de serrer, confisquer la main de Macron, ou encore de voyager, ou encore de porter des vestes. Parce que la RDC n'est pas agressée jusqu'à aujourd'hui. Les M23 ont instauré leur administration là-bas. De quelle diplomatie vous parlez? Je suis très content parce que le crème intellectuel est en train vraiment de s'exprimer. Vraiment très flatté par rapport au débat que nous avons. Mais vous ne pouvez pas tracer votre politique extérieure si vous n'avez pas la connaissance sur les traditions qui règlent les relations mutuelles entre les États. Voyez-vous? Ça, c'est important. C'est-à-dire que la diplomatie agissante va vendre l'image ou votre politique extérieure et maintenir les caps sur les objectifs que vous êtes fixés pour votre pays. Mais moi, bon, c'est aberrant lorsque mon ami est en train de dire que la diplomatie n'a rien produit, etc. Sur les droits internationaux. Non, mais mon frère. Aucune résolution. Mais lorsque la résolution 2773 confirme effectivement et doit expressément que c'est le Rwanda qui a envahi les territoires congolais et qui en a envoyé même ses propres troupes. Et que ces troupes doivent se retirer immédiatement sur le sol congolais. Mais c'est quel droit international que mon cher Ngarim est en train de vouloir nous enseigner? C'est dit comme ça dans la résolution? Non, mais oui, effectivement. Lisez bien la résolution. La résolution a des points précis. Et ces points-là, d'ailleurs, que nous tenons mordicus à ce que, première des choses, Messier Kagame, avec ses troupes, dont il est envahisseur. Parce que bon, moi je le comprends, hein, c'est par rapport à leur pacte avec M. Kagame. Hein, c'est difficile de lui doiter, de lui dire effectivement que c'est lui qui a envahi la RDC. Jusqu'à tel point que nous allons terminer cette émission, honnêtement pas, vous n'attendrez M. Ngari me nommer Kagame comme il ne faut pas les défier. Lui, n'aime pas les défier. Il va relever les défis. Écoutez, au jour d'aujourd'hui, et cette résolution-là, c'est le fruit d'une diplomatie agissante. Pas agitante. Non, non. Mais d'ailleurs, c'est ça ce qui a produit cette résolution. Et c'est cette résolution, jusqu'ici, qui est en train de mettre les bâtons dans les roues de tous ces civiques, ces terroristes-là,
qui sont venus chez nous. Voyez-vous. Et vous avez vu ce qui a produit la diplomatie agissante du président de la République. Mais lors de la session de l'Assemblée générale qui venait de se terminer, quelle est la place que la RDC a occupée? Trouvez-vous que tout ça, si vous n'avez pas la connaissance effective et exacte sur des traductions des relations avec les États, pouvez-vous avancer comment? Parce que si c'était facile, nous pouvons aussi obtenir ce que nous avons obtenu. Est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux, M. Kaboya? Parce que, s'il vous plaît, est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux qu'on est en train de vous balloter jusqu'à ce que le mandat du chef de l'État va finir? Il ne va rien faire. Parce que si vous suivez les combats entre Israël et l'autre pays, la communauté internationale s'est imposée, il y a la paix. Mais pourquoi chez nous ici, il n'y a presque rien? C'est toujours un peu de promesses, promesses, promesses. Tenez que nous avons un mandat de 2026 à 2027 en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité. Ce qui veut dire que nous allons pousser tous ceux ayant le droit de veto à ce que nous obtenions les gains de cause. Et ça, je vous l'ai dit, que nous sommes en train de voir avec vous. Parce que bon, c'est normal. Avec le régime de triste mémoire de 18 ans, qui a partisé avec tous ces envahisseurs-là et consorts, bon, il peut peut-être se frotter la main, mais ils doivent savoir que, en tout cas, les données ont totalement changé. Parce que si nous tendons à ce que nous mettions fin par rapport à ces guerres, et puis que la paix là soit une paix définitive et durable. Merci. Et c'est en ça que nous sommes en train de les coffrer par rapport à la diplomatie, dont ils n'avaient pas l'ampleur ou l'éternel. Merci, c'était également votre mot de la fin. Ce que j'aime avec les gens de l'UDPS, vous êtes un peu des futuristes. Hein? Seulement maintenant. Vous êtes un peu des futuristes. D'ailleurs, moi, je n'ai pas tellement trop parlé aujourd'hui. Non, non, vous avez assez parlé. Monsieur Manix Yenda, Aristote vous a défié. Je vous donne le mot de la fin. Je vais lui donner les mots de la fin afin qu'il puisse relever les défis lui lancés par monsieur Kaboyi. Et le mot de la fin. Vous avez esquivé la question de la diplomatie parce que tu sais qu'elle vous fait la honte. Je reprends la question. Je voudrais d'abord rappeler à mon ami Aristote Ngarimé, parce que dans sa définition de la diplomatie, je me suis rendu compte qu'il a fait les méli-mélo. Une définition équilibrée. Il y a une différence, et une nette différence, entre la politique extérieure avec la diplomatie. Ah, il y a une différence. La politique extérieure, c'est effectivement la conception de la stratégie. De politique endossée par un État ayant des effets vers l'extérieur ou dans les concerts des nations. Là où je semble être un tout petit peu d'accord avec vous, c'est lorsque vous avez tenté de considérer la diplomatie comme l'instrument. Parce que la diplomatie, effectivement, c'est ce qui rend, c'est ce qui permet à la mise en œuvre des politiques extérieures. Je vous donne un exemple très banal. La RDC élabore une politique de participation, par exemple, dans une organisation internationale. Or, pour participer à une organisation internationale, au point d'obtenir un siège ou un poste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer les plénipotentiaires, les diplomates. Et lorsque le plénipotentiel vont à la quête d'un siège au bénéfice de la RDC, qu'est-ce qu'ils font? Ils négocient, ils convainquent les autres États pour qu'ils jettent les dévolus sur la RDC. Donc, vous comprenez qu'à ce niveau, au départ, il y a une conception de politique, l'expression de l'ambition de la politique extérieure exprimée par un État. Et en deuxième lieu, il y a eu la mise en œuvre. L'État a délégué. L'État a délégué ses plénipotentiels pour négocier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation sans... Il n'y a pas de négociation, disons, il n'y a pas de diplomatie sans négociation. D'ailleurs, dans le terme le plus simple, la diplomatie est considérée à une certaine mesure comme synonyme à la négociation. C'est exactement ça. Effectivement, donc la diplomatie, c'est la mise en œuvre de la politique extérieure arrêtée par... Enfin, vous vous mettez d'accord. Maintenant, lorsqu'il regarde le pouvoir de Tshisekedi comme un pouvoir ayant cet instrument diplomatique très faible, alors que sur le terrain, nous avons des résultats.
Premier résultat. Ok. Ces pays, aujourd'hui victimes d'une agression rwandaise, j'en reviendrai sur cette question de l'agression, nous avons été interdits et frappés par le Conseil de sécurité des Nations Unies en soumettant la RDC dans un régime de notification préalable d'achat. Ok. Et ces mesures-là ont été supprimées grâce au tact diplomatique de Tshisekedi. Deuxième élément. Non mais c'est... Monsieur Papim Bao, l'assistant de monsieur... Il est là. Il est en train de nous distraire. Ok, pas de problème. Deuxième élément. C'est pour la troisième fois depuis l'histoire du Congo. 2 fois sous Mobutu et 1 fois sous Tshisekedi et non Kabila que la République démocratique du Congo bénéficie d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, en l'occurrence la résolution 2773. Il peut nous dire sous Joseph Kabila, quelle est cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies que la RDC a bénéficié parce qu'eux, ils avaient une diplomatie active. Non, c'est un défi que vous lui laissez. Mais c'est un défi. Ok. Ça n'a jamais existé. Jamais. En troisième lieu, vous avez vu le narratif de la communauté internationale au sujet de l'agression rwandaise contre le Congo. J'ai suivi la déclaration de M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, en jetant même un discrédit sur l'armée congolaise. En disant, le M23 est une armée, est un groupe militaire fort, moderne, et il détient des armes sophistiquées. Vous avez suivi les discours de Macron, qui ne reconnaissait même pas que la RDC a été agressée. Aucune grande puissance dans le concert des nations, aucune organisation internationale, et quelques temps après que le président Tshisekedi impose un nouveau narratif par cet instrument de la diplomatie agissante, le discours a changé au point d'obtenir des sanctions, notamment de l'Union européenne contre le Rwanda, et même des autres externalités positives en faveur de la RDC par rapport à la rupture diplomatique, notamment de la Belgique contre le Rwanda. Parce que la Belgique estime que le Rwanda agresse le Congo et pour ça, la Belgique s'est retirée. Tout ça là, c'est le résultat d'une diplomatie agissante. Maintenant, je suis par une petite recommandation. Ok, 1 minute. Que je voudrais faire à notre gouvernement. Moi, je suis conscient qu'il y a une diplomatie agissante, mais il faudrait un peu évoluer un tout petit peu. Pourquoi? Parce que je sens une forme de duplicité diplomatique dans le chef de ceux-là qui assurent la médiation entre la RDC et le Rwanda. J'espère que mon ami Aristote Ngari sait ce que c'est la duplicité diplomatique. C'est une forme d'hypocrisie entretenue par ceux qui détiennent le monopole de négociation en vous disant le matin discours X et le soir discours Y. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comprendre comment une résolution des Nations Unies et de surcroît du Conseil de sécurité des Nations Unies revêtant un caractère contraignant, mais que le Rwanda n'arrive pas à exécuter. C'est de l'hypocrisie de la communauté internationale. C'est-à-dire que la recommandation que je fais à la RDC pour l'instant, aux diplomates congolais, à notre ministre des Affaires étrangères et au président de la République, c'est de passer de la diplomatie agissante à une diplomatie vigilante. Nous devons être vigilants parce qu'il s'agit de la question de la souveraineté de notre pays. Et enfin, si nous sommes arrivés aujourd'hui avec le Rwanda, c'est parce qu'il y a un Congolais décent qui a dit niet. De bonne qualité. Fini la récréation. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, il y avait des sujets rwandais qui avaient une carré minier ici sur le territoire congolais? C'est mauvais? Non, mais sujet rwandais et avoir des carrés miniers ici au Congo. Sujet rwandais et occupé, non s'il vous plaît, et occupé de grandes fonctions ici au Congo. Cette histoire-là, ça s'est arrêté. Et c'est même ça la colère de Kagame. Kagame ne s'est jamais énervé à ce point parce qu'il y avait une forte complicité entre Joseph Kabila et Paul Kagame. Et j'ai fini par le défi lancé par mon frère. Est-ce que M. Aristote Ngarime peut nous dire haut et fort devant notre estimé peuple congolais qui nous suit
que Kabila et que Kagame était un barbare, que Kagame était un ennemi du Congo et que c'est le Rwanda qui a créé le Congo. Est-ce qu'il peut l'assumer? Merci pour ces défis. Honnêtement, et par un patriotisme avéré, et c'est pas là que je verrai si Aristote Ngari était congolais de qualité. Je ne sais pas ce que vous me demandez. S'il vous plaît, monsieur Aristote, il ne faut pas vous laisser intimider. Nous allons tester s'il est congolais de qualité. Merci. On va les tester aujourd'hui. Je vais vous donner la parole. Nous allons les tester. J'ai affaire avec le régime en place. Merci. Avec les voisins. Je sais que moi, c'est le régime en place. S'il vous plaît, je sais que je suis parmi les gens qui découvrent les Congolais de bonne qualité. On va découvrir aujourd'hui. Et qui détectent les Congolais de mauvaise qualité. Mais je sais qu'Aristote c'était un Congolais de bonne qualité. Non. Je vous donne quand même la parole. Ça divise ces concepts. Comme le mot de la fin, on retient quoi? Est-ce que la diplomatie du régime Tshisekedi était dans un marché des dupes? Je reviens encore sur la diplomatie. C'est votre mot de la fin. Je l'ai dit ici que la diplomatie n'est pas le fait de beaucoup voyager. Comme on a vu un ministre délégué saisir la main de Macron, Emmanuel Macron. Vous l'avez déjà dit. Tamboué, il a saisi la main de ces derniers. Diplomatiquement, c'est impoli. Merci. Donc, ce n'est pas ça la diplomatie. Il ne faut pas faire des redis, s'il vous plaît. Continuez. C'est ça, en fait. Ne vous laissez pas. D'abord, je reviens par rapport à ce que mon estimé Manisque a évoqué, sur les rapports de la Banque mondiale. J'ai chargé mon téléphone et Dieu merci, je peux facilement entrer. Écoutez ce que dit les rapports de la Banque mondiale. Nous sommes suivis par la diaspora. Contredisez-moi, appelez, écrivez à M. Delphin que j'ai tort. Les rapports d'octobre 2025 de la Banque mondiale sur la RDC met en évidence les taux d'extrême pauvreté estimé à 85,3% de la population, causé par des facteurs structurels tels que la mauvaise gouvernance, la corruption, la faible diversification économique et les conflits. La Banque mondiale recommande une réévaluation des incitations fiscales pour augmenter les recettes intérieures et améliorer la gouvernance, ainsi que d'une grande transparence et des investissements dans les capitales humains et des infrastructures. Okay, passons à ce n'est pas moi, ça c'est la Banque mondiale. Est-ce que j'ai menti? Quelqu'un peut me dire, c'est quelqu'un qui nous suit, j'ai menti. Ça c'est le rapport de la Banque mondiale. Okay. Je peux continuer. Kagame maintenant. Voilà, est-ce que je menti? On vous conseille, Kagame maintenant. S'agissant de ce que Manix a essayé de m'expliquer, je dirais comme lui il a fait 5 ans pour comprendre le droit, moi je fais 5 ans pour comprendre la politique étrangère et la politique extérieure. C'est en fait ma vie. Ceux qui nous regardent savent, je suis dans ça, je suis chercheur. En réalité, il n'y a pas une grande différence fondamentale. Écoutez, sur le plan conceptuel, il n'y a pas une très grande différence. Mais à noter quelques nuances. Lorsqu'on parle de la politique extérieure, c'est en effet, l'État prend en compte tous les secteurs de sa vie nationale, tous les secteurs. Que ce soit économie, culture, halieutique, forêt, tout ça, ça c'est la politique extérieure que l'État essaie de concevoir, tous les secteurs de la politique. Mais lorsqu'on parle de la politique étrangère, l'expression spécifique, l'expression courante, ça veut dire quoi? C'est l'application de tout ce qui a été conçu sur l'échiquier international, moyennant des instruments que je fais ici à l'ISO à la diplomatie. Donc c'est une nuance. Il faut en effet, il n'y a pas une grande différence pour dire que vous n'avez pas de la politique extérieure, il faut pas la... Non, je sais ce que je dis, il n'y a pas une grande différence là. Ça, je ne peux pas me tromper. Mais s'agissant... La condamnation, ils veulent tester votre bonne qualité comme un Congolais. Est-ce que vous pouvez condamner le Rwanda et Kagame comme les agresseurs, celui qui soutient la rébellion? Est-ce que ça vous dérangerait de les condamner en direct?
Je commencerai d'abord, suivez-moi très bien, je commencerai d'abord par condamner le régime de B.C. Tshisekedi à cause de ces mauvaises décisions politiques qui nous ont amenés aujourd'hui à vivre la guerre, les conflits, et ainsi de suite. D'abord, c'est le régime en place. Je suis avant tout opposant à M. Tshisekedi. Je m'oppose à sa gouvernance, je m'oppose à sa politique sécuritaire, je m'oppose à sa politique économique. Donc ici, le plus grand responsable, c'est le président Tshisekedi. Entre celui qui condamne Kagame et celui qui condamne Tshisekedi, le plus patriote est celui qui condamne d'abord Tshisekedi. Non. Parce que c'est Tshisekedi qui a la gestion de la République démocratique du Congo. Manix peut me dire, c'est à cause de Kagame qu'à Kinshasa, il n'y a pas de route. Est-ce que c'est à cause de Kagame qu'aujourd'hui on ne m'a pas encore payé? Est-ce que c'est à cause de Kagame qu'il y a aujourd'hui des inondations par-ci par-là? Donc, les Congolais qui condamnent Tshisekedi est le meilleur Congolais. Un Congolais rigoureux, et celui-là, et c'est le plus important. Condamnons d'abord Kagame, Tshisekedi. Alors, condamner Kagame, ça ne change rien. Ça ne change rien. Quand on condamne Kagame, ça ne change rien. Mais lorsqu'on condamne Tshisekedi, Tshisekedi peut changer. Moi, je condamne. Mais celui qui agresse votre pays, mais pourquoi il nous agresse? Parce qu'on a un dirigeant faible. Je vais démontrer à qui que ce soit que Aristote Ngarimé est un Congolais de mauvaise qualité. Parce que c'est la base. Quelle est la démonstration? La base de mon affirmation, c'est la Constitution. Article 63 de la Constitution. Qui s'adresse aux Congolais de bonne qualité. La Constitution dit tout Congolais, j'ajoute, tout Congolais de bonne qualité a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Donnez-moi aussi une minute. Ne pas le faire fait de vous un mauvais Congolais, un Congolais. Vous l'avez donné une seconde. La Constitution. Celui qui a le destin de notre pays entre ses mains s'appelle Tshisekedi. Si Tshisekedi décide aujourd'hui, les choses vont changer. Donc je condamne d'abord la mauvaise gouvernance de Tshisekedi et par la suite, je verrai d'autres personnes. C'est Tshisekedi le problème. Merci. C'est Tshisekedi le problème. Pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Il y a eu un jeu d'articles. Messieurs, Manix a brandi l'article 63 de la Constitution, que moi également j'en publie. Et il faut considérer ça comme le siège des Congolais de bonne qualité. Non, le siège des Congolais de bonne qualité. Parce que Maître Scar a créé un mouvement défendant le Congo sur base de l'article 63 de la Constitution. Tout Congolais est censé défendre le Congo face à ceux qui menacent la République. Même M. Aristote, il ne veut pas, il ne veut pas risquer son avenir politique. Il n'y a pas à risquer. C'est d'abord Tshisekedi le responsable de notre malheur. Merci. Il est là, sur ce plateau, j'étais avec Aristote Ngarimé, un scientifique vacciné. Très intelligent. Un scientifique de bonne qualité. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à M. Edouard Kabouaï, qui est de l'UDPS. Merci à vous également. Merci à M. Manix Yenda. Les débats continuent dans nos plateformes. Laissez vos commentaires et notre RDC est possible. Au revoir.